Bonjour, bonjour à tous. Alors, normalement, je suis en direct. Donc, si quelqu'un est connecté, pourriez-vous me dire si vous m'entendez, si tout va bien, si cela fonctionne pour vous. Pour cette soirée, je suis pile à l'heure, donc il est 20 heures. On va attendre de voir. Voilà, installez-vous, bienvenue. Dites-moi si le son est bon pour vous, si vous m'entendez. Normalement tout est bien, donc bienvenue pour ce live un petit peu particulier sur l'Institut des carrières littéraires. Bonjour Marion, bonjour, bienvenue, bienvenue. Installez-vous, on va passer un petit moment ensemble qui j'espère va être agréable, où on va aborder plein de questions autour de l'écriture, un sujet qui a priori si vous êtes là vous intéresse. Voilà, et on va parler aussi de la nouvelle session de formation Guicard voilà, qui nous enthousiasme vraiment beaucoup dans toute l'équipe de l'ICAR. Donc voilà, je vais vous parler un peu de tout ça et on va passer un petit moment ensemble. Et bien sûr, moi j'ai prévu de vous raconter plein de choses, mais c'est un live, donc du coup, faut vraiment pas hésiter à poster vos commentaires et vos questions. Je m'interromps et puis je réponds à vos questions. C'est vraiment le moment, donc faut pas hésiter. Je réponds à toutes vos questions et donc voilà, donc faut pas hésiter à réagir. Et bienvenue à tous ceux qui sont là. Aurore, j'ai vu Néline qui vient de passer, donc c'est gentil de venir faire un petit tour sur ce live. Et comme on vous l'avait annoncé sur nos réseaux sociaux et sur notre newsletter, je vais démarrer par vous donner quelques petits trucs et astuces, qui sont d'ailleurs pas que des trucs et astuces, parce que Dieu sait qu'ils sont importants et qui peuvent vous permettre de faire signer l'un de vos manuscrits, ou au contraire qui peut vous faire passer à côté d'un chouette contrat. Et c'est tout ce qui touche à l'intérêt des personnages. Comment créer les fameux personnages passionnants, attachants, qui fait que le lecteur, bonsoir Audrey, que le lecteur va pas vouloir lâcher le livre pour savoir ce qui va arriver à vos personnages. Et c'est une question qui est extrêmement importante, vraiment. Je vais vous dire pourquoi, parce que autant des bons personnages. Et quand je dis bons personnages, ça veut dire des personnages qui sont vraiment passionnants, c'est-à-dire qui prennent aux tripes et qui du coup créent le lien entre le lecteur et votre histoire, et qui fait que, bonsoir Aurore, et qui fait que, bonsoir Céline, pardon, et qui fait que il ne va pas le lâcher le livre, parce que ce qu'il faut vraiment éviter, c'est que le lecteur prenne le livre. Bon, voilà, il le démarre. Bonsoir Jennifer. Bonsoir Lorraine. Et que il le laisse, évidemment, parce qu'à un moment il va devoir aller travailler ou il va aller devoir se coucher, et que du coup il oublie complètement de le reprendre. Et du coup, je pense que vous avez tous vécu ça à un moment ou à un autre. Vous avez des bouquins que vous avez laissés sur un coin de votre palle, numérique ou pas. Bonsoir Yannick. Premier live. Eh bien, bienvenue Yannick. Et du coup, c'est pas qu'ils ont détesté, c'est que, ce qui est pire, c'est que, bof, en fait, et qui s'en fichent un peu de ce qui arrive à vos personnages. Et ça, c'est terrible, parce que vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont incapables de donner un jugement de valeur sur votre livre, et qui vont vous dire, ouais, c'est pas mauvais, mais oui, bof, moi je l'ai pas fini. Bonsoir Thomas, bienvenue, premier live. Et ça, il faut vraiment éviter. À la limite, il vaut mieux que quelqu'un ait détesté votre livre, parce qu'il va en parler, il va y avoir de la passion derrière. Donc c'est que ça lui aura fait quelque chose, ce livre, il l'aura détesté pour une certaine raison, que l'indifférence, c'est pire. Maïlis, no rapport avec ce live, mais vous êtes magnifique. Je le prends quand même. Donc on va dire que ça a un rapport, merci beaucoup. C'est très gentil. Salut Alain. Donc, ça, il faut vraiment l'éviter. Et donc, il y a deux solutions. Soit vous avez une histoire captivante, avec une mythologie qui est vraiment passionnante, inédite, avec des scènes d'action très percutantes, des punchlines à la fin de quasi tous les chapitres, etc. Et à la limite les persos bof. Ou alors vous avez des personnages extraordinaires, et peu importe l'histoire, et ça va captiver le lecteur. Et ça, ce sont des lecteurs, vous les gagnez à vie. Bonjour Jim, bienvenue.
Et voilà, ça c'est vraiment, vraiment l'essentiel. Parce que ça, ce sont des lecteurs que vous gagnez à vie. Et l'idée, c'est de fidéliser votre lectorat. Si vous voulez faire une carrière, il faut fidéliser le lectorat. Pourquoi? Parce que c'est un lectorat qui va être impatient de vos nouvelles sorties. Et donc, c'est eux qui vont vous permettre le relais du fameux bouche à oreille, qui est plus important que les pubs que vous pouvez avoir. Le bouche à oreille, c'est pourquoi c'est plus important que la pub. Parce que la pub, elle est froide. Vous voyez passer une publicité, même une affiche sur le métro en 4x3 dans le métro, c'est froid. Et évidemment, ils vont pas vous dire que le livre est nul, puisque c'est eux qui payent la publicité. Par contre, si vous avez un pote, une amie, un proche de votre famille qui vous dit «Oh, ce bouquin, il faut que tu le lises, il est extraordinaire». Mais quand je dis extraordinaire, moi je l'ai pris, j'ai pas pu le lâcher. Ça, c'est la meilleure des publicités. Parce que là, vous avez confiance. Vous savez bien que votre ami, votre mère, votre oncle, votre tante, il va pas vous raconter des histoires. Il a aucun intérêt de vous faire de la pub sur un bouquin qu'il a moyennement aimé. Donc du coup, vous allez accueillir cette information-là. Et ça vaut toutes les publicités du monde. Les plus gros buzz, ils se font sur le bouche à oreille. Ils se font pas par des publicités en 4x3 dans le métro. Évidemment, ça flatte notre ego en tant qu'auteur. Bonsoir Donna. Évidemment, mais c'est pas ça qui va vous faire vendre votre livre. Très clairement, c'est pas ça. C'est les têtes de gondole dans la Fnac, type, pas que la Fnac, mais quasiment. Hein. Donc ça, oui. Et le fameux bouche à oreille. Et le bouche à oreille, c'est les lecteurs qui le font. Si vous avez une histoire qui est pas folle, qui est pas ultra, toujours là, merci Esther, qui n'est pas ultra originale, qui n'est pas ultra passionnante, mais que vous avez des personnages ultra attachants et surtout très charismatiques. Le lecteur vous pardonnera l'histoire parce qu'il va s'attacher au personnage. Par contre, l'inverse est plus rare. C'est-à-dire que si vous avez une histoire qui est hyper bien menée, avec beaucoup de suspense, avec beaucoup de punchline, avec tout ça vous connaissez, tout ça vous savez faire, un incipit extraordinaire, bref, tout ça vous savez faire, mais que les personnages sont vides, froids, que ce sont des coquilles vides et surtout qu'ils ne sont pas crédibles, en général, on ne reprendra pas le livre. Et pourquoi est-ce que ça marche dans ce sens-là et pas tellement dans l'autre? Pourquoi? Parce que le personnage, c'est la fenêtre à travers laquelle le lecteur va voir votre monde. C'est ce qui crée le lien d'affect entre le lecteur et votre livre. Votre livre, c'est une histoire. Vous contez une histoire. Si ça reste une histoire, même très jolie, ça reste froid. Par contre, si vous arrivez à créer un lien d'affection ou de répulsion d'ailleurs entre l'un de vos personnages ou plusieurs de vos personnages et votre lecteur, alors le lecteur, il va se sentir connecté à un autre individu. Et là où la magie opère, et je le dis tout le temps, mais un bon écrivain, un bon auteur, c'est un illusionniste. Vous créez l'illusion, vous créez le monde dans lequel vous allez plonger votre lecteur, et le lecteur, il doit pas voir les ficelles, en fait. Il doit pas voir les raccords, il doit pas voir les miroirs, en fait. Donc, il va avoir l'impression que les personnages, ils pourraient exister en vrai. Ils pourraient être réels, ces personnages. Et comme ils pourraient être réels, eh ben, il va s'inquiéter comme il s'inquiéterait dans la vraie vie pour un personnage pour lequel il a développé une affection particulière, et il va attendre qu'un personnage paye parce que il va le détester et il va éprouver toutes ses émotions. Ça ne peut marcher qu'avec le personnage. C'est-à-dire que vous pourrez bien faire toutes les descriptions que vous voulez, les descriptions qui prennent aux tripes, vous pouvez faire un paragraphe ultra gore, par exemple. C'est pas ça qui va flanquer la frousse à votre lecteur, c'est pas ça qui va le faire pleurer, qui va le faire rire, qui va le faire s'angoisser. C'est pas ça, en fait. Ça, c'est la réaction de votre personnage, c'est son prisme, c'est la façon dont il va le voir, parce que du coup, le lecteur va s'identifier non pas à une scène, non pas à une explosion, non pas à un vaisseau spatial ou à un meurtre, c'est pas ça qui va s'identifier. Il va s'identifier à vos personnages. Et soit il va les adorer, soit il va les détester. Et entre guillemets, c'est bien aussi de détester des personnages. C'est hyper important et super intéressant de détester des personnages aussi, de créer ce lien. Donc, dites-vous bien que s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater, ce sont les personnages. Parce que seuls les personnages vont créer ce lien d'addiction
avec le lectorat. Et vraiment, je me permets d'insister. Et pourquoi j'insiste? Parce que je suis par ailleurs aussi lectrice professionnelle. Donc, et je parle beaucoup avec beaucoup d'éditeurs. Et il n'y a rien de pire, et quand je dis rien de pire, ça veut dire que ça gâche un roman, il n'y a rien de pire que des personnages qui passent à côté. Et je vais vous expliquer c'est quoi les personnages qui passent à côté. Et je pense que en tant que lecteur, à mon avis, vous avez déjà tous alors peut-être vous n'avez pas mis les mêmes mots que ce que je vais mettre moi dessus, mais les impressions que je vais décrire, je suis presque sûre que vous les avez ressenties à un moment ou à un autre lorsque vous avez lu un livre. Et pour ceux et celles d'entre vous qui sont en train d'écrire un roman, ou qui envisagent d'écrire un roman, ou qui vont bientôt en écrire un dans les seins, etc., c'est des questions que vous devez absolument vous poser, et c'est peut-être des écueils que dans vos précédents livres, ou peut-être dans votre manuscrit qui est en cours, vous avez fait, moi je vais vous raconter mon histoire à moi, hein. Donc je vais vous raconter moi comment je travaille, et vous verrez que même moi, et pourtant je l'enseigne, il n'y a pas si longtemps, je me suis complètement plantée sur un des personnages, et je vais vous expliquer pourquoi. Et encore une fois, vraiment, je gagne rien à vous dire ça, hein, mais vraiment, les personnages, c'est ultra important. On pourra toujours sauver votre histoire, rajouter un effet punchline, c'est facile à faire, muscler un incipit, c'est facile à faire aussi, ça je peux le travailler assez facilement. Reprendre un personnage qui passe à côté, je peux vous dire que là c'est beaucoup plus de boulot, et dites-vous bien que plus vous touchez à la structure de votre roman quand vous le remaniez, et plus vous prenez le risque qu'on voit les raccords. Et les raccords se voient, en fait. Alors peut-être le lecteur, il va pas savoir que c'est un raccord, mais lui il va dire ouais, c'est pas très fluide en fait. Il y a des moments où j'ai un peu décroché, ou il y a des moments où c'était un peu poussif. Là, ça veut dire qu'il a vu un raccord. Donc il faut éviter, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas corriger votre manuscrit, bien sûr il faut le corriger, mais essayez quand même dès le départ, pour la base, de ne pas vous planter sur la base. Parce que plus vous bidouillez votre manuscrit, plus vous voyez les raccords. Et moi, je suis toujours très inquiète lorsque j'ai un lecteur et un futur écrivain qui vient me voir en dédicace et qui me dit moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur un manuscrit, mais je l'ai déjà repris, mais je vais le reprendre, et voilà, je vais le reprendre encore, et il n'est pas encore prêt. Voilà, bon, il est un peu... bref, je fais le son et lumière ce soir. Faut éviter, hein. Vous corrigez normalement votre manuscrit, mais vous ne le reprenez pas, parce que plus vous le reprenez, plus vous prenez le risque de faire un raccord. C'est pareil, n'écrivez pas un bouquin sur plusieurs années, hein. Non. Pourquoi? Parce que votre style, il change, hein, sur plusieurs années. Donc on va aller voir les raccords, hein. Donc resserrez votre écriture, hein. Quand vous écrivez, vous y allez franco, et pas plus de 3-4 mois, hein. Un premier jet, j'entends, hein. Pas plus de 3-4 mois. Au-delà, on va voir les changements c'est un peu comme un dessinateur qui commencerait une illustration, et puis qui la finirait, qui la reprendrait 3 ans plus tard. Son style, il a forcément changé. Donc on va le voir. Alors bien sûr, il va uniformiser le truc, mais plus il y a des raccords, et puis plus vous allez galérer pour les refaire, hein. Donc un bouquin, pas à 3-4 ans, hein. Non. Parce que ça va être compliqué là pour le coup. Allez, c'est parti. Donc je rentre dans le vif du sujet là-dessus. À quoi on reconnaît un personnage qui est réussi? Je vais vous parler, alors les anciens élèves de l'ICAR, la première session, et je sais qu'il y en a quelques-uns, ils vont rouler des yeux au ciel, et je pense qu'ils vont secouer leur ordinateur, parce que je les ai tellement gonflés avec ça qu'ils peuvent en témoigner, je parle, vraiment je pense. C'est le principe de vraisemblance. C'est la seule règle que vous devez avoir en tête. On va voir ce que c'est que ce principe de vraisemblance là-dessus. Mais sans ce principe de vraisemblance, vous n'avez pas de personnage réussi. Ce principe de vraisemblance, c'est la fameuse illusion que vous créez et qui fait croire au lecteur que vos personnages pourraient exister. Et peu importe d'ailleurs, hein, que votre livre il se passe en 3048 dans un merveilleux vaisseau qui s'appelle l'Enterprise, et que vous explorez des mondes et à la recherche de nouvelles civilisations, peu importe, vos personnages, YOLO Forever, oui, parce que donc les élèves, c'est eux qui choisissent leur nom de promo, et ils ont choisi leur nom de promo et ils l'ont appelé YOLO. Alors j'espère que la prochaine promo, vous m'écouterez et vous prendrez mes propositions de nom, hein, pour le coup. Donc,
il faut qu'il respecte ce principe de vraisemblance. Donc, qu'il ait l'air d'être réel. Alors évidemment, dit comme ça, vous allez me dire, oui, bah oui, évidemment, évidemment. Mais en fait, c'est le plus difficile sur un personnage. Parce que réussir à créer du néant, créer de votre imagination une personnalité qui pourrait être crédible dans la vraie vie et que vous pourriez rencontrer, c'est jouer à Dieu. Et je pense que vous le savez maintenant, évidemment, c'est que créer un sorte de clone imaginatif du caractère, de la psyché, de la psychologie d'un personnage, c'est très très dur. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est pas une science exacte. C'est un empilement d'expériences, c'est un empilement de douleurs, de joie, de peine, de rencontres. C'est un empilement de tout ça qui en plus est très changeant. Parce qu'on n'est jamais le même le matin, le midi, le soir, on n'est pas le même il y a 6 mois, on n'est pas le même il y a une semaine, on ne sera pas le même dans 6 mois. Et ça, cette magie, cette espèce de miracle ultra fragile de la psyché humaine, il faut la reconstituer de rien, il faut la créer du néant. Du coup, il n'y a rien de plus difficile que de créer un personnage crédible, en fait. La vidéo pourra-t-elle être partagée après le direct? Mais oui, bien sûr, oui, évidemment, on la partagera sans aucun problème. Oui, elle sera en stream, il n'y a pas de problème. Donc, quand je vous dis que le principe, et alors Lorraine qui dit que je suis psychologue, je confirme, mais oui, c'est un petit miracle à chaque fois, et il faut réussir à recréer ce type de miracle de rien, et faire croire au lecteur que ce petit miracle complètement unique, du coup, parce que chaque personnage est unique, et bien ça, il faut réussir à le créer. Et c'est très facile de rater un personnage. À ça. Parce que dit comme ça va dire, oui, bah, on n'a qu'à lui donner un nom, un prénom, un physique, on travaille un peu son caractère, ses défauts, ses qualités, et puis voilà. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et en réalité, c'est plus facile que vous croyez de rater le personnage. Et juste, je vais vous citer des petits écueils, et je suis sûre qu'en tant que lecteur, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Le premier écueil, c'est les personnages qui ne sont pas crédibles. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un personnage qui n'est pas crédible? C'est un personnage qui, soudain, a une réaction, et on se dit, mais pourquoi il réagit comme ça, en fait? Dans la scène, pourquoi est-ce que ce personnage s'énerve? Ou pourquoi il ou elle pique une crise? Ou pourquoi elle claque la porte? Qu'est-ce qui fait que ce personnage réagit comme ça, en fait? Alors, bien sûr, vous, en tant qu'auteur, ça vous sert, parce que vous êtes obligé de le faire réagir comme ça, pour après enclencher une autre action, une autre scène. Et vous avez en tête votre déroulé d'intrigue. Et du coup, vous vous dites, il faut que ce personnage-là réagisse comme ça, lui dise telle ou telle chose, parce que après, je m'en sers pour enclencher ma scène suivante. Ouais, d'accord, ça c'est super, mais il suffit pas de balancer un dialogue, de lui faire une réaction, et hop, vous passez, parce que ne prenez pas le lecteur pour un imbécile. Le lecteur, dès le départ, il va catégoriser votre personnage dans une case. C'est quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un d'emporté, de joyeux, d'idéaliste, d'humaniste, de pervers, voilà, parce que vous lui avez brossé le portrait comme ça. Donc si à un moment, il y a une réaction qui est un peu étrange, et qui surtout ne s'explique pas, parce qu'il peut avoir des réactions étranges, du moment qu'on sait pourquoi, du coup, hein. Isa qui balance la jeune vierge hyper douée pour la fellation. Oui, on a les romances érotiques, c'est souvent... Effectivement, vous l'aurez compris, c'est pas du tout crédible. Ou alors un personnage, alors vous avez chargé son background, il a perdu son père, sa mère, et ouf, ça va bien. Il est plutôt joyeux, plutôt, voilà, les étapes du deuil, on les dégage assez rapidement et puis on passe à autre chose. Donc là, c'est vraiment très facile, le côté pas crédible, du coup. Ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est un problème de modélisation. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la modélisation des personnages en matière d'écriture. Là, je vais parler un peu technique, du coup. Dites-moi si vous savez ce que c'est sinon.
La modélisation, c'est en fait vous avez décidé que vous aviez votre personnage qui était par exemple une jeune femme, plutôt très timide, très introvertie, avec assez peu d'éducation, donc un vocabulaire assez limité par exemple, et puis elle a mettons 25 ans, mais du fait de son histoire, elle a plutôt une maturité aux alentours de 15-16 ans, vous voyez, c'est un petit peu ce type de personnage. Modéliser le personnage, ça veut dire que chaque fois que la narration va être de son point de vue, alors soit vous êtes au jeu, soit vous êtes à la troisième personne, mais vous parlez de son point de vue, et que vous faites une ligne de dialogue, vous devez lui prévoir un champ lexical. Une série de réactions avec des types de langage, avec des schémas de comportement et des schémas de raisonnement qui lui sont propres. C'est ça la modélisation. Et ça, on doit le retrouver du début jusqu'à la fin. Alors il va évoluer, bien sûr, hein, ça ce sera l'écueil suivant, il va évoluer, mais la modélisation est extrêmement importante. Alors là, moi je le vois souvent, et je le repère assez souvent, et je le remarque, enfin j'épingle mes élèves là-dessus, c'est que quand vous êtes dans la narration, c'est-à-dire que vous décrivez une scène, il y a une ligne de dialogue, et puis là vous expliquez que ce personnage qui va s'appeler Ginette, par exemple, Ginette, elle fait telle ou telle action, elle a appris que tel autre personnage allait venir, elle a peur, elle veut s'en aller, donc elle fait telle ou telle action, etc. Ça c'est de l'information. Et d'accord, vous êtes en train de dire au lecteur, bah, elle va d'un point A à un point B, elle collecte tel truc, elle réagit de telle façon, parce que. Ça, c'est informatif. Le risque, c'est que vous ne modélisiez pas ce paragraphe d'information. Et ça, c'est ultra courant. Donc je vais me retrouver avec un dialogue où elle va réagir selon son caractère, donc voilà, avec un vocabulaire limité, avec des réactions très immatures, voilà, parce que c'est son caractère. Et le paragraphe d'après, où vous livrez une information, vous allez oublier de me modéliser ce paragraphe. Et pourquoi c'est si important? Parce que si vous oubliez de faire ça, le lecteur sort de la narration, il sort du livre. Et là, vous le remettez dans quelque chose de froid, et vous lui délivrez une information ultra froide. Et là, encore une fois, la magie de l'illusion, elle s'arrête. Quand je dis que vous sortez le lecteur de la narration, ça vient de là, en fait. C'est que là, ils disent, ah ouais, me lâche, oh bah oui, là, on se retrouve dans machin, fait ça. Machin, réagit comme ça. Machin, prend le pichet d'eau et balance machin. Machin, la 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 la. Donc, peut-être vous l'écrivez très bien, peut-être vous avez une très jolie prose, mais vous ne l'incarnez pas. Et la modélisation, c'est ça, c'est que vous devez écrire en étant incarné. Même si vous êtes à la troisième personne, hein, ça n'a rien à voir, voilà. Mais il faut incarner le point de vue dans lequel vous vous trouvez. Ça, c'est ultra important, et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, la modélisation de votre paragraphe. Et donc là, moi, je fais la chasse à tous mes élèves en disant modélise, parce que là, je vois plus ton personnage, en fait. Hein, donc ça, c'est ultra important, hein, là-dessus. Alors, Jim me dit, dommage pour les interactions. Du coup, tu fais peut-être référence à quelque chose. Du coup, je remonte, voir si j'ai loupé un truc. Je crois pas. Donc, dis-moi, Jim, si jamais tu me dis pour les interactions, si j'ai loupé le truc. Autre écueil, super important. Et alors ça, c'est un écueil, mais quand je vous dis qu'il est dans... Allez, 75% des manuscrits que j'ai pu lire et que les éditeurs remarquent, vraiment c'est 75%. Cet écueil-là, c'est que vous avez peaufiné votre personnage, vous avez fait une super fiche de personnage, un background de fou, vous l'avez modélisé, voilà, vous connaissez ses points forts, ses points faibles, donc voilà, et ben on lit l'histoire et il n'y a pas d'évolution entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Alors bien sûr, dit comme ça, vous allez me dire, oui, on sait bien qu'on doit le faire évoluer, mais je vous garantis que entre le fait de se dire, il doit évoluer, et le fait de le mettre dans votre roman, il y a vraiment un monde. L'évolution, elle est aussi dans sa modélisation. C'est-à-dire que vous devez lui changer ses schémas de raisonnement. Donc du coup, c'est une chose. Par exemple, en début de roman, je prends l'exemple d'un enquêteur. Votre enquêteur, il est un peu sexiste et il est un peu condescendant, par exemple. Donc, tout
ses raisonnements, la façon dont il va voir le monde, la façon dont il va regarder l'action va passer par le prisme de sa condescendance et de son sexisme. Voilà, il va passer par ça. Donc forcément, ce ne sera pas une vision objective. Ça va être sa vision à lui. Donc vous allez sous un point de vue. Et ce point de vue-là, ça va être ça. Il va se passer plein de choses. Il va évoluer. Et au cours de la narration, ces schémas de raisonnement vont aussi évoluer, mais petit à petit. Donc par exemple, il va rencontrer un personnage féminin très fort, et du coup, son sexisme va peut-être diminuer un petit peu, pas radicalement changer, ou si, peut-être, pourquoi pas. Et donc du coup, chaque fois que vous ferez un paragraphe où vous vous permettez de glisser des réflexions très sexistes dans votre paragraphe, parce que c'est ce qu'il est, petit à petit, vous allez baisser le curseur. Petit à petit, jusqu'à retourner la situation. Ça, c'est une des choses les plus difficiles à mettre en place dans un roman, parce qu'il faut que ce soit subtil. Si c'est pas subtil, qu'est-ce qui va se passer? Et je pense qu'en tant que lectrice et lecteur, vous l'avez peut-être vu à un moment ou à un autre, vous vous dites, oh là, attends, jusque-là, il a toujours eu ça en tête, il a toujours réagi de cette façon-là, et là, parce qu'on lui a fait 2-3 réflexions, pouf, il change complètement d'avis. Et ça arrive assez souvent. Et ça sort direct le lecteur. Puis alors, l'éditeur qui va regarder votre manuscrit, alors là, encore plus, hein, parce que là, il va rouler les yeux au ciel et dire mais non, en fait, mais non. Pourquoi? Parce que je raccroche mes wagons avec le principe de vraisemblance. Dans la vraie vie, on raisonne jamais comme ça. Dans la vraie vie, on se réveille jamais un matin, jusque-là, on était homophobe. Et un matin, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a un peu chahuté et qui nous a un peu retourné le cerveau la veille, boum, le lendemain, alors là, on n'est plus du tout homophobe. Je dis pas qu'on peut pas changer, mais on ne change pas du jour au lendemain. Ou alors, si on change du jour au lendemain, il faut sacrément le justifier dans votre roman. Donc ça, c'est hyper important. Christelle, elle dit, même pour une histoire qu'on prévoit sur plusieurs tomes, l'évolution peut se révéler plus lente, plus subtile. Oui, tout à fait, mais attention, même dans une histoire sur plusieurs tomes, il faut prévoir des micro-évolutions, parce que si c'est une histoire en plusieurs tomes, je suppose que tu écris plutôt dans un genre épique, fantastique, d'aventure, heroic fantasy, urban fantasy, young adult peut-être, mais avec de la fantasy. Généralement, les histoires en plusieurs tomes, ça se prête plus à une littérature de l'imaginaire. Et donc, il va pas passer tout un tome sans qu'il se passe rien, en fait. Donc, il va se passer des micro-trucs. Donc là, il peut déjà pas changer radicalement ces schémas de comportement, mais déjà avoir un petit peu des nuances, ou un petit peu des coups de colère qu'il n'avait pas jusque-là, des choses comme ça. Pourquoi c'est si important que votre personnage, il évolue? Pour une raison très simple, c'est que si l'histoire, elle glisse sur lui, si l'histoire, elle n'a pas d'influence sur votre personnage, elle n'a pas d'impact sur le personnage, comment vous voulez que l'histoire, elle ait un impact sur le lecteur? Si même votre personnage, il n'est pas transformé par votre narration, il n'est pas transformé par votre histoire, ça sert à quoi qu'il l'ait vécu, en fait? Si ça coule, même si il a tout bon à la fin, c'est-à-dire que s'il sauve la princesse, il tue le dragon, il devient riche à la fin, bien sûr, ça peut être ça. Mais s'il n'a rien perdu et il n'a rien gagné durant votre histoire, ça sert à quoi que vous nous l'ayez raconté, en fait? C'est ça qui va se dire le lecteur, alors peut-être pas dans ces termes, mais en gros il va se dire ouais, c'est que l'histoire elle n'était pas si importante si ça l'a pas radicalement changé en fait. Et c'est important qu'il évolue lui, mais aussi plus important, et alors c'est encore plus difficile, c'est que sa relation avec l'autre évolue aussi. En fait, tout au long de l'histoire, et particulièrement si vous faites ça en plusieurs tomes, vous allez tisser une toile d'araignée. Avec chaque intersection, vous allez avoir des personnages. Et petit à petit, la toile d'araignée entre tous les personnages va créer un arc narratif, et avec des rebondissements, etc. etc. Et évidemment, si vous avez un perso qui change, toute votre toile d'araignée, elle va résonner, en fait. Il faut qu'elle résonne, parce que sinon, il n'y a pas de logique et il n'y a pas de critères de vraisemblance. Un truc tout bête, mais vous, dans la vraie vie, vous avez évolué, peut-être que vous avez changé de cercle d'amis plusieurs fois, même. Alors peut-être vous avez gardé des amis de longue date,
tant mieux pour vous, mais sur le cercle un peu plus étendu, vous avez peut-être, et je pense que c'est le cas, vous avez peut-être fait évoluer votre cercle d'amis, vous l'avez peut-être même parfois radicalement changé, et vous ne seriez plus du tout amis avec les personnes que vous fréquentiez quand vous étiez adolescent, quand vous aviez 20 ans, quand vous aviez 25 ans, etc. Bonsoir Régis. Donc voilà, et donc ça c'est extrêmement important, donc vraiment que le personnage n'évolue pas, et je peux vous dire que dit comme ça a l'air d'être une lapalissade, mais quand je lis des manuscrits, bah souvent. Et souvent, je pose cette question-là, oui, mais il a gagné quoi, il a perdu quoi ton personnage durant l'histoire? En un mot, en fait. En un mot, ça a servi à quoi qui suivent cette histoire-là? C'est ça, en fait, le truc. Quand vous allez pitcher votre roman en 2 mots devant un éditeur, il va vous demander c'est quoi l'intérêt de votre histoire, en fait. C'est quoi l'histoire? C'est pas de me dire, bon alors, c'est une histoire en 15 tomes, il y a des dragons, il y a un peu de magie, mais pas trop, il y a des dynasties, etc. Bon, vous m'avez largué, hein. Et j'adore l'Heroic Fantasy, hein, mais vous m'avez largué. Par contre, si vous me dites, voilà, je pars de ce personnage-là, et voilà ce qu'il cherche, voilà ce qui va le bouleverser, voilà ce qui va retirer de l'histoire. C'est l'histoire d'une quête, c'est l'histoire d'une passion, c'est l'histoire d'une destruction, c'est l'histoire d'un lien fraternel dans ce qu'il a de pire, dans ce qu'il a de meilleur. C'est le fait de décortiquer la trahison, les mécanismes de la trahison. Là, vous m'intéressez. Là, je vais me dire, ah, bon, c'est quelqu'un qui envoie du lourd, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il écrit cette histoire. Les effets spéciaux, ça n'est que des effets spéciaux. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez avoir une mythologie de ouf, me créer un monde ultra complet, ça va être hyper impressionnant, ça va être génial. Seulement si la psychologie des personnages, leur quête, ce pourquoi ils se défoncent pour être là, c'est ça qui est le plus important. Pas que vous me disiez qu'il y a des dynasties, qu'il y a des dieux, qu'il y a des déesses, qu'il y a des machins. Je m'en fous, je verrai dans votre livre. Vous me présentez un Heroic Fantasy, évidemment que c'est une mythologie, je m'en doute bien. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse en fait. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que j'ai comme matière psychologique. Qu'est-ce qui va faire que je vais tourner les pages en fait. C'est ça qui m'intéresse. Pas le fait que vous me racontiez tous vos effets spéciaux. Parce qu'encore une fois, vous êtes en train de me dire que c'est de l'Heroic Fantasy, donc oui, je m'attends bien à ce qu'il y ait des querelles de dynastique, qu'il y ait un mentor, qu'il y ait de la magie, évidemment, dites-vous bien que tous les grands genres littéraires, tout a déjà été écrit, donc l'originalité, elle va pas être dans votre mythologie, hein, je vous arrête tout de suite, jamais, tout a déjà été fait, et si ça n'a pas été fait, c'est que c'est pour une bonne raison en fait, hein. Donc voilà, votre originalité, elle va être dans la façon dont vous abordez la narration, l'histoire. Pourquoi est-ce que je devrais la raconter? Là, je vais vous citer, là aussi, tous les élèves vont avoir envie de se pendre, parce que je les gonfle avec ça, c'est votre fameuse intention littéraire. Voilà. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Pas pour les effets spéciaux, ça c'est pour vous éclater, c'est pour enrober, c'est pas pour ça que vous avez voulu écrire le livre. Vous avez voulu écrire le livre pour passer un message, pour traiter d'une thématique qui vous est chère. C'est ça que je veux savoir moi en tant qu'éditeur, c'est quoi votre thématique en fait, qui va faire que votre roman d'Heroic Fantasy, je vais avoir envie de le lire, parce que tout a déjà été écrit sur l'Heroic Fantasy. Donc encore une fois, hein, c'est pas là-dessus que vous allez faire de l'originalité, hein, pas du tout. Bah, encore une fois, tout a déjà été écrit, hein, donc faites-vous une raison là-dessus. Et c'est pas grave, puisque votre bouquin sera quand même original, mais pas dans la mythologie de votre livre. Il y a un autre écueil que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, à Maëlys qui dit mais en plus le plus drôle c'est de jouer avec la psychologie des personnages. Oui, alors moi je suis complètement d'accord, hein. Moi je n'écris des livres que pour raconter l'histoire de personne, hein. Donc l'histoire à la limite c'est complètement accessoire chez moi, donc on dirait pas mais si en fait, hein. Mais oui, je suis complètement d'accord, c'est ce qui fait que les gens vont lire, c'est la psychologie des personnages. Dites-vous que c'est toujours pour ça, c'est jamais pour les effets spéciaux. Si vous devez retenir qu'un truc de cette conférence, c'est ça, ils lisent votre livre pour la psychologie des personnages et l'interaction des personnages entre elles, peu importe le reste. Alors je dis pas de bâcler le reste évidemment, mais évidemment que vous n'allez pas le bâcler, mais c'est pour ça qu'on lit une histoire, hein. C'est encore une fois parce que c'est ce qui fait le lien avec le lecteur. Le dernier écueil, alors là que j'ai vu qu'il y a encore pas longtemps et que j'ai fait la remarque sur les exercices, parce que nos élèves font des exercices qu'on relit et qu'on corrige, hein, c'est le manque de cohérence
dans les réactions du personnage. Alors attention, hein, là je suis en train de parler de la cohérence par rapport à votre perso, pas la cohérence du lecteur s'il avait été placé dans la même situation, comment est-ce qu'il réagirait, on est d'accord, hein. Donc si par exemple vous avez un psychopathe ou un sociopathe, bien sûr que du coup la cohérence, elle se fait par rapport à sa propre logique interne. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, c'est vous le maître du jeu dans votre roman, c'est vous l'illusionniste. C'est vous qui avez fixé les règles. Il n'y a rien de pire qu'un romancier, et j'ai encore lu un roman il n'y a pas très longtemps, d'un romancier ultra connu et qui marche très bien, qui n'a pas respecté cette thématique-là, du coup c'est rédhibitoire chez moi. Si vous avez fixé comme règle que votre personnage il réagissait comme ça, changez pas les règles en cours de route sans justification. Parce que le lecteur, encore une fois, il n'est pas idiot. Donc lui, il va comprendre votre personnage. Donc lui, il s'est fait à son schéma de pensée, à sa cohérence. Si en cours de route, vous me le faites réagir d'une façon radicalement contraire, sans qu'il n'y ait d'éléments pour le justifier, encore une fois, l'illusion, elle s'arrête. Elle s'arrête. Et donc vous sortez le lecteur de votre illusion de monde. Et du coup, il voit les ficelles qui sortent le lapin du chapeau. Et ça, il faut absolument l'éviter. Donc ça, c'est extrêmement important. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'en général, quand ça manque de cohérence, ça révèle un certain amateurisme dans l'écriture. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a des techniques qui existent pour éviter les problèmes de cohérence dans l'étude du personnage et dans le suivi du personnage. Donc ça veut dire que si vous avez un problème de cohérence, ça veut dire que vous ne connaissez pas ces techniques-là pour corriger les problématiques de cohérence. Et du coup, ça veut dire que vous n'avez pas les règles, donc que votre roman, il est encore un peu amateur et il manque de maturité. Alors, c'est pas dramatique en soi, mais n'oubliez jamais que si vous voulez faire carrière, donc envoyer votre manuscrit à un éditeur professionnel, vous arrivez en concurrence de plein d'autres. Voilà. Donc, à choisir entre un roman où il y a beaucoup de boulot, qui est sympa, qui est hyper intéressant, qui est original, mais où il y a beaucoup de boulot, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va payer vachement plus un correcteur éditorial, parce qu'il va y passer plus de temps. Alors entre ça et un roman que peut-être un peu moins passionnant, mais qui est quand même déjà beaucoup plus nickel, et où il y a beaucoup moins de boulot, bon mettez-vous dans la peau d'un éditeur. Un éditeur, c'est un chef d'entreprise, hein, donc il a des frais, donc voilà, il reçoit X manuscrits par jour. Très probablement, il ne lira même pas votre manuscrit, il va lire votre dossier d'intention, hein, pour ça que c'est hyper important, le dossier de soumission d'un manuscrit. Donc voilà. Et donc ça, c'est très important. Donc ça, c'est les écueils vraiment les plus flagrants, et je peux vous garantir que, peut-être ce que je raconte, c'est des lapalissades, mais je peux vous dire que non, parce qu'il y a encore pas très longtemps, je les ai encore lus, hein. Donc du coup, et ça pardonne pas quand ça touche les personnages, ça touche la structure, hein. C'est comme quand vous savez pas gérer vos pivots, hein. Ça saute comme le nez au milieu de la figure, vous n'avez pas fait de plan détaillé et de plan de découpage du chapitre, et on le voit tout de suite quand on a un peu de bouteille et quand on est du milieu. Le problème, c'est que si vous avez un problème de structure et un problème de gestion des pivots, là ça demande de reprendre tout votre roman, et c'est un boulot monstrueux, et l'éditeur a pas de temps à perdre. Donc il va prendre un roman qui sera peut-être un peu moins original, un peu moins voilà, et il vous dira, si vous avez de la chance, parce que moi je suis tombée sur des éditeurs qui étaient beaucoup plus durs, mais il vous dira que voilà, il faut retravailler encore un petit peu votre roman, que ça manque encore un petit peu de maturité. C'est ça, hein, c'est que ça veut dire. Alors je vais vous donner des règles, pas dans le détail, parce que encore une fois il me faudrait 3 heures, hein, et mes élèves le savent bien, parce que ils en ont bouffé, les pauvres, de techniques. Donc je vais vous les donner, et vous n'hésitez pas, je fais défiler les messages. Vous n'hésitez pas à me poser des questions sur ce que je vais vous dire. Alors, vous l'avez compris, la règle de base qui, du coup, de laquelle découlent toutes ces problématiques autour du principe de vraisemblance. Donc tout ce que je vais mettre en place, c'est pour faire en sorte que vos personnages soient vraisemblables. La première des choses que je vais vous conseiller, c'est de vous inspirer du réel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'allez pas chercher midi à 14h lorsque vous bâtissez votre psychologie de personnage. Servez-vous
de ce que vous avez rencontré, en fait. Piochez, soyez un peu comme des vampires. Les auteurs sont des illusionnistes et sont aussi des vampires. On vampirise ce qui nous entoure, en fait. On vampirise l'expérience des gens qui nous entourent, ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on observe. Un bon auteur est un bon observateur et un bon vampire. Gardez ça en tête. Donc, je sais pas, moi, peut-être que dans votre enfance, vous aviez un jour rencontré une première de la classe qui était une vraie reine du collège, qui était un peu sadique, un peu cruelle, et avec qui vous aviez eu des histoires, vous avez entendu des histoires. Servez-vous de ça, servez-vous de ce personnage-là, caricaturez-les un peu, prenez un peu de sa cruauté, prenez un peu de sa sournoiserie. Peut-être vous avez un jour, dans un bus, été témoin d'une altercation ou d'une discussion peut-être entre deux personnes, et puis vous avez eu l'une des deux qui a eu une réaction un peu étrange, qui lui est arrivé quelque chose, etc. Voyez ça. Moi je fais un truc, vous allez trouver ça idiot, mais je vous jure que c'est une mine d'informations. Moi je regarde beaucoup les émissions de témoignages. Vous savez, les émissions type sur France 2, des trucs comme ça, ou même des interviews de personnes, des reportages sur, je sais pas moi, les victimes de harcèlement sexuel, les victimes de harcèlement scolaire, les grandes histoires d'amour, les infidélités, n'importe quoi, peu importe le thème. Et là, vous observez la réaction des gens, en fait, et vous écoutez leurs histoires. Et il y a des histoires extraordinaire, mais encore une fois, n'inventez rien, hein, tout a déjà été fait dans le réel. Donc moi je sais que ça m'aide beaucoup en fait. Je suis une très grande vampire pour le coup. Moi, ne me dites jamais rien, me confiez rien parce que je suis une éponge. Alors j'en parle à personne évidemment, mais je m'en sers comme matière première. Maëlys qui dit les essais psychologiques sont très pratiques à condition de ne pas s'auto-psychanalyser évidemment. Effectivement, ça permet de voir les rouages de la psychologie. Si vous connaissez pas l'auteur Eric Berne qui a inventé l'analyse transactionnelle, c'est un petit bouquin qui se lit très très facilement. C'est une mine d'informations sur le fonctionnement psychologique des personnes. Les téléréalités, ouais, ils surjouent un peu, ils jouent un peu, c'est le problème. Donc voilà, il vaut mieux des gens qui sont pas des acteurs, enfin des apprentis acteurs. Trop loin. Voilà. Et moi, ça m'aide beaucoup. Mais voilà, copier le réel. Je le dis tout le temps à mes élèves, pas que pour les personnages, mais copier le réel. Évitez de créer un personnage sorti de nulle part. Ayez des références pour qu'il soit crédible, en fait. Parce que si vous le créez de nulle part, sans aucune référence, encore une fois, vous prenez le risque d'en faire des tonnes ou que ce ne soit pas crédible. Et encore une fois, je vous rassure, hein, dans la vraie vie, les gens vivent tellement de trucs, ils en bavent tellement, ils ont des vies tellement riches que vous avez de matière, hein, vraiment, vous avez matière pour créer des héros épiques, pour créer des super méchants, pour créer... Alors vraiment, vous avez de quoi faire, hein, mais vraiment de quoi faire. Ça, c'était le premier truc. Deuxième conseil, la nuance. Là, j'insiste, parce que alors là aussi, c'est un des écueils les plus... jamais personne n'est d'une seule couleur, enfin, sauf Batman, mais Batman, il crispe tout le monde, en fait. Donc, c'est pas lui qui est crédible, c'est pas lui qu'on aime, c'est méchant. Mais personne n'est jamais d'une seule couleur, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est foncièrement cruel, qui est un pervers narcissique, qui est... pire immonde salaud ou la pire des garces, elle n'est jamais d'une seule couleur en fait, elle n'est jamais que garce. Et si elle n'est que garce, elle n'est pas 100% garce tout le temps depuis ses 5 ans jusqu'à ses 50 ans en fait. La nuance, elle est hyper importante. Donc lorsque vous baptisez votre fiche de personnage, du coup, soyez vigilant quand vous mettez le caractère. Si vous me dites c'est quelqu'un qui est narcissique, qui est très attaché à son image, qui est condescendant, qui est prétentieuse, qui est... voilà, vous m'avez brossé ce portrait-là parce que vous voulez en faire une très grande garce, par exemple. Contrecarré, du coup. Mais elle adore les chats, mais elle adore sa nièce, mais elle ne se remet pas de la mort de sa mère. Mais, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Nuancer. Quand vous avez un héros qui est plein de bons sentiments, et j'adore les héros plein de bons sentiments. Moi j'ai horreur des faux héros et des anti-héros, vraiment. Ça me regarde, hein, mais le héros alcoolique, machin et tout, enfin bon, c'est bon. Moi, donc du coup, j'adore les personnages foncièrement bons. Mais quand vous faites un personnage foncièrement bon,
nuancé. Même quelqu'un qui est foncièrement bon, il y a des moments, bah, il est dégueulasse, il y a des moments où il est jaloux, il y a des moments où il pique une colère, il y a des moments où il a mal à la tête, il y a des moments où il est mesquin, il y a des moments où il est... Voilà. Et même quelqu'un qui est foncièrement bon en fait. Donc ça va donner de la rondeur à votre personnage et donc de la crédibilité parce que dans la vraie vie, personne n'est un saint, personne. Et même quelqu'un qui est génial et qui est humaniste, qui est le cœur sur la main, etc., bah, il y a des fois il va vous péter les plombs. Il y a des fois il va vous péter une durite, il va vous envoyer bouler parce qu'il a eu une sale journée, parce que c'est compliqué, parce que voilà, peut-être qu'il a des travers, peut-être qu'il y a des fois il est un petit peu prétentieux ou un peu vantard, pas trop, mais un petit peu quand même. Et ça n'enlève pas le fait que ce sera un personnage génial. Mais voilà, donc nuancer, c'est ultra important de nuancer. Donc la technique, c'est contrecarrer les couleurs, hein, donc pas tout blanc et tout noir, c'est très 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 important. Du coup, et je vais même aller un petit peu plus loin, je l'ai souvent vu ça. Éviter les personnages fantasmes. En fait, quand par exemple vous créez, je dis n'importe quoi, mais vous créez un personnage féminin. Alors, un personnage féminin en qualité, elle est belle, elle est courageuse, elle est attentive, elle est empathique, elle est sympathique, elle est disponible, elle est pleine de talent, elle adore les chats, elle est altruiste. Voilà, ça c'est ses qualités. Et ses défauts, elle est bordélique, elle arrive un petit peu en retard. Voilà, vous avez compris? C'est pas possible, c'est pas possible. Bordélique, c'est pas un défaut. Donc voilà, c'est une petite caractéristique qui fait que, mais c'est pas un vrai défaut. C'est-à-dire que, oui, c'est ça Yannick, mais t'as tellement raison, c'est le syndrome Marissou, Garistou, tout à fait, exactement, c'est ça. Donc on sent que, en gros, c'est un peu vous, si vous aviez la possibilité de choisir toutes les options que vous voudriez être dans une vie alternative, ce serait celle-là. C'est génial, mais ça c'est super pour un roleplay, pour un RPG, ça c'est génial, bien sûr, et lâchez-vous, soyez dans le fantasme, c'est génial, vraiment n'hésitez pas, du coup. Mais dans un bouquin, non, parce qu'encore une fois, un personnage trop d'une seule couleur qui est trop parfait, le lecteur, il va pas s'identifier à ce personnage-là, parce que oui, bah bien sûr, elle est géniale. Bah oui, bien sûr, en plus elle sait faire la cuisine. Donc évidemment, elle descend les poubelles de sa voisine qui est handicapée. Donc évidemment que, alors elle ne porte pas de maquillage, mais parce qu'elle a une peau parfaite. Donc elle n'est pas trop attachée à sa coiffure, mais évidemment, elle a un brushing intégré. Donc elle s'est levée comme ça, en fait. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a un problème de caricature. Alors je viens de tailler le costard des filles, mais allons-y pour les hommes. Si vous faites un héros, un enquêteur, alors l'enquêteur, bon, de base, si vous faites un houdonite, bon, je vous renvoie au genre littéraire, mais si vous faites un houdonite, vous devez créer un enquêteur qui est supérieurement intelligent, parce que sinon votre houdonite passe à côté, voilà, il faut qu'il surprenne, il faut qu'il impressionne le lecteur. S'il n'impressionne pas le lecteur, du coup, ça passe à côté du houdonite. Alors, donc du coup, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est déjà supérieurement intelligent. Alors, s'il est supérieurement intelligent, qu'il est sexy, qu'il est beau, qu'il est ténébreux, qu'il tombe les filles, voilà, même James Bond, qui est donc une caricature sur pattes, James Bond communique sur cette caricature en fait. C'est-à-dire que c'est son fond de commerce d'être caricatural comme ça. Et il n'est pas que ça d'ailleurs. Du coup, il a un background, le premier qui est sorti, voilà, il a une histoire. Ça peut se justifier, à la limite, son côté très arrogant, qui peut presque passer pour du suicide indirect. Donc, c'est quelqu'un d'assez suicidaire. Donc, voilà, vous voyez, on l'explique d'une certaine façon. Donc faites attention là-dessus, et en plus James Bond c'est sur un genre tout à fait particulier qui est le polar d'espionnage, et le polar d'espionnage est un peu plus caricatural que les autres polars, donc vous pouvez être un peu plus dans la caricature, mais vous avez d'autres genres, ça ne pardonne pas la caricature. Le whodunit ne pardonne pas la caricature, par exemple. Donc le thriller encore moins, du coup, hein. Donc oui, les Marissou, en plus, c'est justement ceux et celles qui n'évoluent jamais. Ben non, elles sont parfaites dès le départ. Donc, du coup, évoluer, ça va être un petit peu compliqué. Hein. Par exemple, faire un Johnny Depp option Gargamel des Schtroumpfs. Ouais. Ouais. Enfin, ça dépend. Il a eu des périodes où il était, voilà, Johnny Depp. Maintenant, il peut s'abîmer beaucoup quand même. Donc oui, avec le maquillage peut-être, mais sinon c'est compliqué. Donc bref, vous avez compris la nuance. Si vous voulez vous éclater, éclatez-vous dans un RPG.
Voilà, donc dans un jeu de rôle. Là, allez-y à fond, on s'en fout. Ou alors, écrivez un bouquin uniquement pour vous. Mais comme je vous l'ai dit, hein, le propos de ces lives que je fais d'Icar, hein, c'est que je m'adresse à des personnes qui veulent faire carrière, donc qui veulent publier. Donc évidemment, j'ai un discours qui est beaucoup plus comme ça. Si vous me dites que vous voulez juste écrire pour vous, et c'est génial, moi ça me pose aucun problème. Là, je vais vous dire, mais alors là, les règles... j'ai envie de dire, c'est déjà tellement compliqué de se taper les règles et tous les élèves de l'ICAR peuvent témoigner à quel point ils en bavent, les pauvres, à quel point ils en ont bavé. Donc sur ces règles, vous embêtez pas avec ça, hein, donc ça c'est sûr. Mais si vous voulez un jour, vous avez dans l'idée de présenter votre livre avec un éditeur, ça saute, c'est comme le nez au milieu de la figure, mais vraiment. Donc voilà, je caricature un peu mon propos, mais dans les faits, je peux vous dire que j'en lis un paquet de manuscrits avec ça. Alors c'est pas aussi caricatural que ce que je suis en train de faire pour vous faire comprendre, mais quand même un peu, quand même un peu. Donc voilà. Du coup, ça me fait passer au truc, à l'astuce suivante. Gardez en tête que ce qui crée l'empathie, ce qui crée l'intérêt d'un personnage, c'est l'imperfection. C'est la lézarde sur le marbre. Peut-être que vous dites, oui, mais mon personnage sera charismatique s'il est, allez, on va prendre l'Heroic Fantasy, si c'est un ténébreux, un sorcier qui est ultra puissant, qui en impose, qui est fort, qui est cruel, qui perd jamais le contrôle, etc. Donc moi je veux qu'il soit charismatique, que quand je prononce le nom de mon personnage, waouh, soit comme ça. Mais en réalité c'est une erreur de croire que ça va être impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est que vous arriviez à donner du charisme à un personnage dans la blessure, dans la fêlure, dans l'imperfection en fait. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je dis assez souvent pour mes élèves, ne mâchez pas le travail à votre lecteur, laissez-lui un peu d'indépendance sur son jugement de valeur par rapport à votre personnage. Si vous lui dites, mon personnage, il est beau, il est badass, il est puissant, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, bah, vous plongez votre lecteur dans la passivité. Un lecteur passif, c'est un lecteur qui lâche le bouquin. Glissez des imperfections, glissez des fêlures dans des dialogues, dans des réactions. Parce que là, du coup, votre lecteur va se dire « Ah !» Il va se dire « Mais est-ce que l'écrivain savait ce qu'il faisait ? Est-ce que, parce que ça a l'air tellement subtil, tellement qu'il réagisse comme ça ?» Et là, laissez-lui la possibilité de se faire sa propre idée sur le personnage. Acceptez que certains lecteurs vont détester un personnage que vous adorez. Et c'est tant mieux, en fait. C'est tant mieux. Tant qu'un lecteur déteste un personnage, adore un autre, qui vous disent « Oh là là, mais lui, il m'a énervé, mais vraiment, etc. » Alors vous vous dites « Mais pourquoi ça l'a énervé à ce point-là ? Moi, j'ai pas l'impression que j'ai fait un personnage énervant. » C'est gagné pour vous, c'est gagné. Donc redonnez de l'indépendance à votre lecteur. Laissez-lui la possibilité de juger et de se faire sa propre opinion sur votre personnage. Donc pour qu'il puisse se faire sa propre opinion, eh bien, il faut que vous mettiez des imperfections pour lui laisser la possibilité, au choix, soit de le trouver super, soit de le trouver nul. Et deux lecteurs différents vont avoir deux opinions différentes. Évitez de vous dire, alors moi je veux absolument que tous mes lecteurs, ils adorent ce personnage, que tous les lecteurs ils tombent amoureux de mon personnage principal. Non, parce que d'abord vous n'y allez pas y arriver, parce que vous ne pouvez pas faire d'unanimité, et vous allez grossir le trait, et vous allez mettre une énorme pancarte qui dit « Ouh, regardez mon personnage comment il est trop bien, il est trop super, il est trop génial, vous allez l'adorer, il est sexy, il est badass, il est ténébreux, il est super ». Mais il n'est pas débile, le lecteur, et puis il faut lui laisser la possibilité de ne pas être d'accord, en fait, et de préférer un personnage secondaire. Alors moi je suis la championne je prévois des personnages secondaires qui feront une seule apparition, et je suis assaillie par des messages qui disent « Oh, il sera dans le tome suivant, ah, il sera dans l'autre aventure », alors je suis la reine, hein, donc du coup faites le deuil de ça. Créez des personnages, faites-les jouer dans votre scène, rendez-les les plus réels possibles, et après, laissez le lecteur faire son job de lecteur, et laissez le lecteur détester certains de vos personnages. Alors ça vous fera peut-être pas forcément plaisir, hein, parce que vous allez dire merde, alors moi je pensais que je l'avais rendu touchant, que je l'avais rendu... Et alors c'est pas du tout les réactions que j'ai, mais tant que le lecteur
vous dit ah alors lui je l'ai vraiment pas aimé, je l'ai vraiment pas aimé, qui vous dit mais j'ai kiffé le roman, j'adore, c'est normal. Les lecteurs ils ont besoin de détester, ils ont besoin d'être agacés, ils ont besoin d'être touchés, ils ont besoin d'aimer, ils ont besoin de tout ça en fait le lecteur. Donc tant qu'il a une réaction, c'est bon pour vous. Donc je vous dirai tout le temps, je le dis tout le temps à mes élèves, redonnez du pouvoir à votre lecteur. Soyez assez subtil pour l'aiguiller là où vous voulez qu'il aille, surtout pour ceux d'entre vous qui ont l'extraordinaire chance, comme moi, d'écrire du whodunit. Du coup, je vous ai pas demandé, mais est-ce que vous savez tout ce que c'est que le polar typé whodunit? C'est le Cluedo, en fait. C'est Agatha Christie, c'est Sherlock Holmes, voilà, c'est ça. Donc voilà. Et du coup, voilà, redonner un peu de pouvoir à votre lecteur. Donc, soyez un peu subtil, du coup. D'autres astuces en lien direct. Quand vous me présentez un personnage, alors évitez de me faire une description d'un paragraphe entier. Alors, sa chevelure, elle est comme ça, il a les traits racés, il a un regard pénétrant, il a des dents blanches, il a un sourire énigmatique, il fait 1m80, il est plutôt carruré, mais pas trop. Mais voilà, bien sûr qu'il va être tout ça, et bien sûr que vous allez me dire tout ça, mais pas dès le départ. Et du coup, ça c'est un écueil qu'on a tous, c'est qu'on veut tellement, dès le départ, dès le début du bouquin, se dire oh, il faut que le lecteur il ait la même vision que moi pour suivre, en fait. Donc je torche mes descriptions dans le premier tiers du roman, et comme ça c'est fait. Donc comme ça je suis tranquille. Et là, ça fait la liste à l'après-vert et c'est horrible. Je vous dirai tout le temps d'ailleurs, hein, enfin, n'écrivez pas, ne racontez pas ce que vous pouvez montrer. Elle n'est pas de moi cette phrase, elle est de Stephen King, mais voilà, ne racontez pas ce que vous pouvez montrer. Donc, si vous avez la possibilité de faire comprendre au lecteur que votre personnage, il est grand, il a un regard pénétrant, il a une cicatrice, etc., glissez-le dans un dialogue, en fait, ou glissez-le dans une réaction d'un personnage secondaire. Il vaut mieux toujours montrer, du coup, que d'écrire. Donc, évitez ce paragraphe. Je remonte, voir si j'ai un. Il faut réussir à rendre humain dans ce que l'humain a de plus complexe, d'imperfection, de folie, de passion, nos personnages pour qu'ils soient réussis. Oui, c'est exactement ça. Du coup, ce n'est pas si grave de créer des persos très secondaires mais attachants qui n'apparaissent que dans 2-3 chapitres. Non. Non, non, du tout, c'est très bien. Moi, je vous dirais tout le temps, chiadez, c'est pas, on s'en fout, vos personnages secondaires comme les personnages principaux. C'est juste que à l'étude, au départ, quand vous créez vos fiches de personnages, elles seront moins développées pour vos personnages secondaires que vos personnages principaux. Mais les personnages secondaires font la richesse de votre roman. Vous vous rappelez la toile d'araignée dont je vous ai parlé en début de conférence? Ben c'est ça, votre toile d'araignée, elle est riche parce que les personnages secondaires, ils sont attachants, ils sont riches, ils sont vraisemblables. Ne loupez pas les personnages secondaires. N'oubliez jamais que les personnages secondaires, ils sont là pour amener votre personnage principal d'un point A à un point B. C'est eux qui le font évoluer, c'est eux qui lui donnent les clés pour que l'enchaînement narratif soit crédible. Donc il faut qu'il soit crédible aussi. Donc oui, ne bâclez aucun personnage secondaire, vraiment. C'est genre Brie Van Der Kamp de Desperate Housewives, mais Brie au contraire, voilà, je regardais pas trop Desperate Housewives, mais je vois de qui tu parles. Juste pour nuancer ton profil des élèves Licard, n'hésite pas à préciser que, bien que maltraité, on veut toutes re-signer pour une seconde promotion. Je vais en parler juste après Isa, mais tu fais bien de dire d'ailleurs, en plus, je tiens à dire que les élèves, ils sont tellement masos qu'ils font ce live, alors que je vous le raconterai tout à l'heure, ils ont un live toutes les semaines, parfois 2 en fait, où on les fait travailler sur leur roman et qui sont là. Merci Isa. Après, la critique liée au Marisou est parfois abusive, si bien qu'on en vient à avoir peur de créer un personnage avec des qualités plus que des défauts. Oui, c'est vrai, tu as raison Yannick. Et encore une fois, hein, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec cette tendance, et ils ont saturé le marché, donc ça va pas fonctionner, hein. Cette tendance du, je parle du polar parce que c'est ce que je connais bien, de l'enquêteur au fond du trou. C'est-à-dire que pour que vous ayez un enquêteur qui tienne la route, alors il faut qu'il soit divorcé, que ses enfants l'aient renié, qu'il soit alcoolique, qu'il ait une sombre histoire où il ait tabassé un témoin, qu'il soit au fond du trou, voilà. Parce qu'on a tellement peur de se dire, bah ouais, mais si je fais un enquêteur qui est bien dans ses baskets, voilà, bah du coup, il va y avoir de nuances, etc., etc. Donc il faut être subtil, hein, maître mot, subtilité. Hein. Alors, je remonte.
Je crois que j'ai fait... Les personnages féminins bourrins, c'est ma marque de fabrique. Maïlis qui dit. Moi j'aime bien les personnages. Mon personnage préféré de tous les temps, c'est pas un personnage de livre, hein, c'est Ripley, donc d'Alien, qui pour moi est le personnage, la référence du personnage féminin fort. C'est-à-dire qu'elle est forte sans reprendre les archétypes du personnage masculin, du héros masculin. Et ça on sait pas faire, hein, donc pour vous dire que c'est pas gagné ça. Parce que Brandon Walsh, dans Beverly Hills, son perso était pompeux. Oh non, mais j'y crois pas. J'y crois. Mais c'est quoi cette référence? Beverly Hills, Brandon Walsh. Ok, je crois que j'ai fait toutes les questions. De toute façon, hein, on les reprend, comme dit Johanna, qui est la cofondatrice de l'ICAR, hein, si on en loupe. Oh, Dimitri qui vient faire un petit tour. Donc Dimitri qui est le troisième cofondateur de l'ICAR et qui est notre éditeur et qui pourrait dire tellement de trucs, il le dit tellement dans la formation déjà. C'est le fameux syndrome de Stockholm des élèves l'ICAR. Ouais, c'est clair. Allez, autre chose, et je terminerai là-dessus, c'est le background. Et là, je suis intraitable avec ça. Quand vous travaillez votre fiche de personnage, vous faites un background de ouf. Voilà, vous n'hésitez pas, plusieurs pages, etc. Par contre, vous ne vous en servez pas en totalité dans votre roman. Ça c'est important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter l'écueil du roman où on sent que l'auteur s'est fait plaisir. Encore une fois, vous écrivez rien que pour vous, c'est pas grave, faites-vous plaisir, c'est le pied, c'est génial. Si vous voulez publier, vous écrivez pour un lectorat, vous n'écrivez pas pour vous en fait. Donc ça c'est ultra important d'avoir votre background pour que du coup votre personnage soit crédible quand vous le faites réagir, pour que vous ça vous aide en pense-bête et de vous dire il ne peut pas réagir de cette façon parce que son background, parce que quand il avait 5 ans, il avait ce type de rapport avec sa mère, parce qu'il l'a perdu lors d'un accident de voiture, etc. Peut-être que ça, vous ne vous en servirez jamais dans votre roman et ça n'est pas grave. Encore une fois, moi je le dis tout le temps, surtout au début du roman, surtout le fameux incipit, c'est une phrase, une info. Une phrase, une info utile. Une phrase, une info utile. C'est tout. Donc vous vous faites plaisir, vous allez peut-être dire ah, j'aurais tellement voulu lui expliquer ce qui s'est passé dans son enfance parce que c'est tellement fondateur de ce qu'il est maintenant. Ça c'est pour vous, ça vous fait plaisir à vous, mais pour l'intrigue, pour votre narration, le lecteur il n'en a pas besoin en fait. Vous ne lui donnez que les clés dont il a besoin. Ça, c'est pour ceux d'entre vous qui font de la littérature de l'imaginaire, donc et qui du coup se disent, c'est leur difficulté principale, bonjour, je fais tomber mon lecteur dans un monde parallèle, dans un monde avec des règles complètement différentes. Alors, s'il n'a pas de dictionnaire avec, voilà les règles, c'est une monarchie, il y a un roi, mais il est demeuré, il y a une armée, mais il y a des révolutionnaires, il y a plusieurs camps, etc. Alors le pire, et alors Dieu sait que je l'ai lu en Heroic Fantasy, hein, donc les 3 premiers chapitres, c'est déjà les chapitres où on pose la mythologie. Non mais moi je referme, direct. Quand vous prenez le métro, vous savez pas comment le métro fonctionne. Bon, enfin moi je sais pas comment il fonctionne, hein, le métro. On vous l'explique pas, c'est-à-dire que la personne quand vous rentrez vous dit bah, alors au niveau de la propulsion, voilà comment est-ce que le métro fonctionne. Bah non, vous devez immerger votre lecteur, vous lui donnez juste les quelques petites règles nécessaires juste pour qu'il pige quand même ce qui se passe autour de lui, et petit à petit au cours du roman, vous distillez les informations, et pas toutes. Donc je dirais que sur une fiche de personnage, vous allez utiliser 40% des infos par rapport à ce que vous faites. Et vous êtes obligé de faire ce travail-là. Et pour les personnages principaux et pour les personnages secondaires. Sinon, ça se sent, ça fait amateur. Je vous jure que ça se sent vraiment. Faites-moi confiance, ça se sent. Tout ça me fait venir. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, moi je les déroule. Là, j'ai été élevée à base de Ripley et de Sarah Connor. Bien sûr. Évidemment, c'est mes 2 références. J'ai une préférence pour Ripley, mais parce qu'elle a un côté, elle garde son côté humaniste en fait, que n'a plus hélas Sarah Connor, et on comprend pourquoi. Mais voilà, les 2 sont vraiment top. C'est des personnages mais d'une finesse extraordinaire. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire en gros sur les personnages. Et surtout ce que je voulais vous dire, c'est que vous l'avez compris, ne culpabilisez pas. Peut-être que ce soir, la conférence que je vous ai donnée, que je vous ai faite, vous avez plein de questions et que vous allez vous dire « Oui, d'accord, je suis d'accord avec tout ce qu'elle me dit. Bien sûr, c'est de la palissade, mais comment est-ce que je peux être sûre que ce que moi j'ai fait, c'est vraisemblable, c'est cohérent, j'en ai pas fait des tonnes quand il arrive, que c'est assez de nuances, etc. etc. Comment je peux savoir Culpabiliser, c'est extrêmement compliqué.
expliquer, et moi je veux juste vous expliquer, parce que je suis passée par là quand j'ai démarré ma carrière, et je sais que j'ai démarré de façon catastrophique. Il faut tordre le cou à l'idée reçue que tout le monde peut être écrivain parce que tout le monde a appris à écrire à l'école, et que tout le monde a lu plein de livres, et que tout le monde a vu plein de séries. C'est faux. Être écrivain, c'est un métier, en fait. C'est un savoir-faire. Et donc, vous vous inventez pas, demain, ça vous n'avez pas à l'esprit d'ouvrir une boulangerie alors que vous ne savez pas du tout comment faire votre pain, ou une pâtisserie alors que vous faites 3-4 gâteaux dans votre four, mais c'est tout. Que vous n'avez aucune idée de comment on fait une comptabilité d'une entreprise. Que voilà, vous n'allez pas demain vous lancer dans la musique et puis tout de suite démarrer avec le violon. Forcément, vous allez faire n'importe quoi. C'est normal en fait. Donc il faut pas culpabiliser. C'est juste que et surtout en France d'ailleurs, on vous a mis dans la tête que vous savez écrire, vous avez appris à écrire, vous avez fait un peu de RP, vous avez fait un petit peu des petites histoires, vous avez écrit une nouvelle, vous avez un peu publié sur des plateformes. Ah bah c'est bon, bah alors c'est facile d'écrire un roman. Moi je l'entends encore en dédicace, hein, j'entends encore des personnes qui me disent oui, enfin tout le monde peut écrire un roman. Comme par hasard, ce sont des personnes qui ne publient pas. La réponse, c'est non. En fait, il y a des procédures, il y a des techniques, et qui sont, comme un musicien, comme si vous vous lancez dans le dessin, vous allez bien apprendre à utiliser Photoshop, vous allez prendre des cours pour gérer les proportions, pour gérer les lignes de fuite. Enfin, vous ne naissez pas avec cette connaissance. Donc, il faut pas culpabiliser là-dessus. Et quand vous avez un roman où on vous dit non, il manque du travail. Ne le prenez pas pour vous. Ce qu'on veut juste vous dire, c'est vous n'avez pas la technique. Mais la technique, elle s'acquiert. La seule chose dont vous avez besoin pour être auteur, c'est de l'envie d'apprendre, l'envie de progresser, l'envie d'aller chercher l'information. Et moi, je vous dis ça parce que quand j'ai commencé ma carrière, je ne connaissais rien à rien. C'est-à-dire que moi, j'écrivais, je faisais des RPG, j'écrivais plein d'histoires, etc. Et moi, j'ai cru que bah voilà, il suffisait d'écrire, de bien relire, de bien faire gaffe à l'orthographe et à la grammaire, et puis allez, on se lance et puis on y va. Mais pas du tout en fait, pas du tout. Mais sauf que moi on me l'a pas expliqué, et je me suis fait, mais je crois que j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Hein. J'ai signé avec le pire éditeur qui existe, du coup, parce que je savais pas lire un contrat et je savais pas ce qu'il fallait que je demande. Donc du coup, bah, je me suis fait avoir, hein, mais dans les grandes largeurs, pour le coup, pas de recours, rien du tout. Voilà, je me suis complètement trompée d'éditeur, donc je me suis fait refouler alors que j'aurais pu trouver le bon éditeur. J'ai écrit de l'heroic fantasy, j'avais aucune idée de comment écrire de l'heroic fantasy, même j'en lisais, hein, mais j'avais pas repéré les codes du genre. On ne respecte pas les codes du genre, autant vous dire que vous faites recaler direct, et ça se voit dès les premières lignes. Donc, et les éditeurs ne prennent aucun roman qui ne respecte pas les codes du genre, parce qu'ils ont un lectorat, et que le lectorat, quand il veut de l'heroic fantasy, il veut lire de l'heroic fantasy, hein, et pas autre chose. Donc voilà, tout ça, je l'ignorais. Et c'est pas, enfin en tout cas je ne pense pas, ce n'est pas que j'étais idiote, en fait, c'est que je savais pas quoi demander, en fait, pour me renseigner. Et je trouve quand même extraordinaire qu'il y ait des écoles de musique, des écoles qui vous forment au métier de musicien, et tous les métiers, hein, c'est-à-dire chanteur dans tel type de structure, dans tel autre type de structure, etc. Dessinateur, c'est pareil, vous voulez dessiner sur PC, vous avez des formations, vous voulez dessiner en aquarelle, vous avez des formations, vous voulez dessiner avec de la gouache, vous avez des formations, donc voilà. Et alors les écrivains, alors là, tout le monde peut être écrivain. Ouais, mais non, en fait. Et surtout dans un contexte ultra concurrentiel comme il y a plus de 200 000 romans qui sont publiés. Vous imaginez si 200 000 romans sont publiés, combien restent sur le carreau. Et donc du coup, c'est pour ça, et je vais vous parler de l'ICAR, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous, avec Johanna et avec Dimitri, on s'est dit stop, ça suffit. Moi j'ai perdu 6 ans de ma vie, 6 ans dans ma carrière, et c'est beaucoup 6 ans. J'aurais pu gagner énormément de temps, et j'aurais pu faire des choses extraordinaires. Je suis passée à côté de super opportunités parce que je ne les ai pas vues, ces opportunités. Donc c'est vraiment important. Et moi je suis conférencière et formatrice depuis 15 ans, et j'étais hallucinée de me dire, c'est quand même fou,
qu'on a des formations pour apprendre à réparer une aile de moineau qu'on a trouvée dans son jardin. Je le sais parce que j'ai trouvé un moineau et du coup il avait une aile cassée et j'ai fait un tuto YouTube et ça marche hein, du coup. Il y a des formations pour ça, mais alors des formations pour vous expliquer ce que c'est qu'un incipit, comment faire un incipit, comment gérer le suspense, comment créer des personnages, comment gérer les pivots, comment faire un plan de roman et comment écrire un roman en 2 mois et pas en 3 ans, alors là, ah bah alors là, alors on les a éparpillés. Alors si ce qu'on a, et c'est très bien, hein, on a des romanciers qui vous disent comment eux ils bossent. Et on s'en fout en fait. En fait si c'est super intéressant, moi j'adore, je bois les paroles de Stephen King, donc c'est hyper intéressant de l'écouter parler de son processus. Mais c'est que son processus. Là on parle de technique. Et donc, il y a 1 an, on s'est dit stop avec Johanna, et je me suis dit, il n'y a pas de raison, moi je forme depuis 15 ans sur tout un tas de trucs, je vois pas pourquoi est-ce que je formerais pas sur, tant pis, on va me regarder avec des yeux comme ça en me disant, ah, mais tu formes des écrivains, mais on est écrivain, tout le monde sait écrire. Bah non, en fait, et la preuve en est, hein, nos élèves font des trucs extraordinaires maintenant, et je suis sûre que la plupart vont décrocher un contrat très 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 vite, certains l'ont déjà fait, donc comme quoi, voilà. Et donc on a créé cette formation de l'ICAR, et la particularité de cette formation, moi je la voulais complète. C'est-à-dire que c'est très bien qu'il y ait des auteurs, je suis autrice, donc c'est très bien, je vous parle de mon métier, mais surtout ce dont vous avez besoin, c'est que vous ayez des éditeurs qui, eux, ont leur langage, et des éditeurs qui vont vous dire, voilà ce que moi j'attends, voilà ce que moi je ne supporte pas, voilà ce qui, avec moi, ne passe jamais. Donc c'était important que vous ayez aussi des correcteurs éditoriaux, pas ceux qui vous corrigent l'orthographe, mais des correcteurs éditoriaux qui vous disent, alors là c'est des écueils, évitez de faire ça, voilà comment vous devez collaborer avec votre correcteur. C'était important que vous ayez des spécialistes des contrats qui vous disent, demandez les avaloirs, demandez les tirages, demandez telle ou telle chose, apprenez à lire un relevé de droit d'auteur, qui, soit dit en passant, est toujours illisible, hein, voilà. Donc c'est super important, c'est super important. Donc l'idée c'est ça, c'est pas à vous d'aller chercher l'information, d'aller taper sur Google, parce que bien sûr certains me disent, bah oui mais ils ont tout ça sur internet. Bah oui mais moi je savais pas ce que c'était que des avaloirs, alors je risquais pas de taper sur Google, avaloir. Moi, je savais pas comment négocier certains placements. Donc, comment vous tapez sur Google. Donc, l'idée, c'était pas à l'auteur, parce qu'il a autre chose à faire, l'auteur. L'auteur, il doit se concentrer sur son écriture et sa technique. Donc, l'idée, c'était pas à lui, en plus de faire toutes ces démarches, c'était que tous les professionnels de la chaîne du livre soient réunis en un point, sans langue de bois, et disent, ok, tu veux publier un livre? Alors moi, je te prends du départ avec ton idée, je te fais écrire ton livre, et après je te fais le dossier de soumission pour être sûr que tu remportes ton dossier de soumission. Parce que en fait, soumettre un manuscrit à un éditeur, c'est hyper protocolaire. Donc il y a des pièces très précises, et s'ils n'ont pas ces pièces-là, même pas ils ouvrent le mail en fait. Je vous dis direct, hein, il y a trop de... voilà. Les éditeurs font appel seulement à des correcteurs ou ils cherchent des rewriters. Alors, généralement, ils prennent des profils qui sont capables de faire les deux. Les grosses maisons d'édition, elles ont elles rémunèrent et elles les payent assez cher, et donc du coup, ils demandent des deux. C'est-à-dire le correcteur éditorial est en capacité, soit lui, soit le correcteur tout court. Bonsoir Maxime. Il est en capacité de faire les deux, mais sinon, il a les deux dans son carnet d'adresses. Donc soit il fait appel aux deux en même temps ou c'est la même personne, soit si le roman ne nécessite pas un rewriting, du coup, il passe uniquement au crible du correcteur, mais en général, il y a un rewriting. Rewriting, c'est qu'on touche un peu la structure, on touche un peu la tonalité. Du coup, c'est pas juste de la correction de syntaxe, de l'équilibre, etc. C'est ça en fait. Hein. C'est dont on parle beaucoup dans l'ICAR sur la première chose pour éviter que vous fassiez trop bosser les correcteurs, parce que sachez que plus vous avez un manuscrit compliqué, et Maxime est là, il peut témoigner, les correcteurs, plus vous faites le va-et-vient avec votre correcteur, plus il s'est blindé de fautes, c'est blindé de problèmes de structure, c'est un être humain aussi, hein. Donc plus il retouche le manuscrit, et puis au bout d'un moment il voit plus les lignes, hein. Donc voilà, il faut éviter de lui donner, il faut éviter de vous dire, oh, c'est pas grave, j'ai un correcteur, alors je peux faire n'importe quoi, le correcteur va gérer. Donc notre histoire peut être changée très fortement. Ça dépend, oui. Alors j'ai envie de vous dire, attention, là aussi ça se négocie. Il faut toujours que dans la relation que vous avez avec le correcteur, et dans l'ICAR on a des correcteurs qui sont géniaux, qui acceptent de faire des conférences top, et qui vous expliquent ce que vous devez négocier avec votre correcteur, ce que vous devez accepter et pas accepter. Ce que vous devez accepter,
c'est les remises en cause qui vont dans le sens du livre. Il y a quelque chose sur lequel vous ne devez pas transiger, c'est votre intention littéraire. Donc ça, c'est à vous de voir ce sur quoi vous ne voulez pas transiger. Mais dites-vous bien que le correcteur, il bosse pour vous, en fait. Donc l'idée, c'est de faire en sorte, par rapport aux règles, et encore une fois, le métier d'auteur, c'est un métier. Donc si vous faites des remarques, ça veut dire que vous n'avez pas appliqué les règles de procédure liées à l'écriture d'un roman professionnel. C'est ça qui va vous... Donc vous allez peut-être avoir l'impression qu'il va changer votre histoire, mais en fait, il est en train de vous dire, oui, mais tu ne sais pas gérer les pivots. Donc du coup, mais ça, c'est pas possible. Tu es obligé d'appliquer les règles de gestion des pivots. Donc, et des pivots narratifs. Si tu ne les gères pas, ton roman, il peut être super sympa, mais il ne sera pas professionnel. Donc du coup, oui, ça dépend. Plus ton roman, à la base, il va être professionnel, plus ton roman, tu vas avoir les codes, plus tu vas parler le langage de l'éditeur, et moins il changera l'histoire. Moi, aucun de mes éditeurs n'a jamais changé rien dans l'histoire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'éditeur qui a le coup de cœur sur ton livre, il aime l'histoire. Donc du coup, il va pas te la changer. Hein. Donc il a aucun intérêt de la changer. Il va faire bosser les correcteurs à n'en plus finir. Donc ça n'a aucun intérêt. Il prend le risque d'abîmer le livre. Mais pour ça, il faut que dès le départ, tu aies appliqué ces règles. Et c'est pour ça que dans l'ICAR, on a des éditeurs, on a des correcteurs, on a des agents littéraires, on a ces gens-là qui viennent faire des conférences et qui viennent vous expliquer les règles. Et les règles que les éditeurs vont vérifier. Ils vont vérifier qu'elles sont dans votre livre, en fait. Et ça, c'est toute une technique. Et c'est pour ça que on a créé la chaîne de podcast, et je pense que vous êtes beaucoup à écouter les podcasts. Donc depuis le mois de juin déjà, l'année dernière, on en est à une 40aine d'épisodes. On a fait beaucoup de podcasts, on continue à les faire bien sûr, parce que c'est important de donner l'information à l'auteur. C'est trop facile de faire le procès de l'auteur, de lui dire qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas professionnel, qu'il n'est pas... voilà, si on lui explique pas les règles, en fait. Si jamais on lui dit comment négocier un contrat, quoi demander dans un contrat, comment encore une fois gérer des punchlines, comment gérer un arc narratif, comment comment introduire un personnage, enfin voilà, donc c'est un peu injuste en fait, et moi je veux rompre avec ça. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne de podcast. Et donc on a été plus loin et on a créé l'ICAR, donc on est en train de finir la première session, vous avez d'ailleurs des élèves qui sont là. Alors, cette formation c'est quoi? C'est une formation qui est complète, c'est la première formation en France aussi complète. Elle existe aux États-Unis sous une autre forme, mais enfin c'est le même principe, du coup, mais pas en France. C'est-à-dire que nous, on forme au métier d'écrivain. C'est-à-dire qu'on va pas décortiquer Proust. Hein. On va pas vous expliquer ce que c'est que le style de Chateaubriand, le style de Proust, le style de je ne sais quoi. Pas du tout, pas du tout. Nous, on est pratico-pratique. Hein. Vous venez avec votre idée. Voilà, et on travaille votre idée. Et on vous fait écrire le roman avec les règles éditoriales, avec les règles professionnelle, pour que, une fois que vous avez fini la formation, vous ayez un roman de qualité professionnelle, avec un dossier de soumission qui est formalisé et mettre toutes les chances de votre côté. Là, on vous donne tous les... et encore une fois, pas de langue de bois, parce que c'est pas que des auteurs. Il y a des auteurs, évidemment, hein, mais vous avez encore une fois des éditeurs, et là, les éditeurs, ils vous disent la vérité. Eux, ils ont tout intérêt à ce que... Et ben, s'il y a des auteurs parmi vous qui les intéressent, ils ont tout intérêt... à ce que du coup ce soit efficace. Donc ça c'est très ça c'est très important. Merci Maëlys qui nous dit que son écriture a beaucoup évolué depuis qu'elle écoute les podcasts. Donc voilà, donc cette formation là de l'ICAR, elle se fait sur 6 semaines ou 7 semaines parce que vous avez deux formules, la formule classique et la formule avancée. Donc comment elle se présente? Vous avez en fait plusieurs modules qui sont déployés en fait toutes les semaines. Donc toutes les semaines, vous avez un module qui porte sur un thème ultra pratique avec des exercices que l'on corrige, et vous avez un live donc généralement d'un professionnel. Alors ça peut être un éditeur, ça peut être un auteur, un correcteur, puis des fois c'est aussi à votre demande, hein, c'est vous qui nous demandez, oh on aimerait bien avoir tel professionnel qui vient, on voudrait avoir un live supplémentaire, on s'adapte, et qui du coup débrief sur le module que vous venez de faire. Le module, ce sont des cours vidéo, des synthèses, des documents ressources. Vous avez par exemple des modèles de plans, de découpage de chapitres qui sont annotés, des fiches de personnages toutes clés en main qui sont annotées, vous avez les schémas des pivots, de l'Inkipit, etc. qui sont annotés, vous avez évidemment le dossier de soumission complet avec le modèle de toutes les pièces qu'on doit avoir
dans le truc avec à chaque fois des exemples concrets. Les élèves vous en parleront. On prend systématiquement l'exemple de Cendrillon, hein, donc ils connaissent le conte par cœur pour leur donner. Bref, vous avez vraiment des documents ressources clés en main. Tout ça, c'est sur une plateforme sur laquelle vous vous identifiez, évidemment, et c'est à vie. Donc une fois que vous avez tous ces modules, vous les gardez, donc vous pouvez les prendre comme vous voulez, vous pouvez les faire les uns à la suite des autres, ou en faire un, sauter un, etc. Donc du coup voilà, et ça c'est ultra pratique. Encore une fois, vous avez tous ces supports qui sont des supports type PowerPoint, vidéo, synthèse, documents ressources, et encore une fois c'est téléchargeable à vie, vous avez votre accès qui est à vie. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans sur ces modules qui se déroulent sur 6 semaines? Du coup, vous avez le premier module, les élèves vont tous hurler, c'est le plus dur, vraiment. C'est le module fondateur, celui qui vous apprend à créer un roman, toutes les règles pour un roman professionnel. C'est les fondations indispensables d'un excellent roman. Vous allez construire un plan détaillé, découper les chapitres, faire votre synopsis, votre paragraphe d'intention littéraire. Et là, il y en a 3 qui se suicident dans le truc, parce que c'est compliqué, mais c'est ce qui vous permet de pitcher efficacement. Beaucoup de contrats se font en salon, hein, de face à face avec un éditeur. Moi j'ai signé tous mes contrats comme ça. Donc et votre force c'est votre paragraphe d'intention littéraire, du coup, que les éditeurs connaissent bien. Mais voilà, vous avez le cadencement des rebondissements, gérer les pivots, gérer les personnages, comment les introduire, comment créer une fiche de personnage qui tient la route, parce que tout ça, ça a des règles en fait, pour que l'éditeur il se dise waouh, bah, c'est déjà professionnel comme lien du coup. Donc ça c'est le premier module. Donc là il y a plein de dépression. Isa elle dit intense, mais même s'il n'y avait eu que le module 1, je re-signerais quand même. Ouais, il est hyper dense. En plus c'est moi qui le gère, je suis pas une tendre en fait. Je pousse parce que on adapte, donc du coup moi quand vous vous inscrivez, je vous demande quel est votre genre littéraire, je vous demande de me donner votre genre d'histoire, etc. Donc je connais tous les histoires que vous allez faire, je commence à voir comment vous travaillez et je vous pousse à bout en fait. Mon boulot c'est pas être sympa, mais heureusement on a un coach qui elle est géniale, elle est très sympa, mais moi je suis la méchante. Donc moi je vais vous pousser jusqu'à ce que vous crachiez le meilleur de vous et que vous alliez au-delà de vos capacités en fait, pour vous transformer à la fin de la formation, hein. Et ça c'est mon rôle, donc voilà, donc je suis rude. Je suis rude. Deuxième module, c'est tout ce qui touche à l'histoire qu'on dite d'un best-seller. C'est quoi ça? C'est que y a une part de magie dans le best-seller qui fait que vous êtes là au bon moment, au bon endroit, mais c'est comme le loto, il faut jouer, et il faut jouer de la bonne façon. Et là en gros c'est comment est-ce que je peux mettre toutes les chances de mon côté, le bon éditeur, la bonne histoire, le bon timing, pour que si ça se produit, je sois là. Et c'est notamment les codes du genre. Si vous avez suivi les podcasts, je vous bassine avec ça. Les codes du genre, c'est ultra important. Alors oui, vous allez me dire, ah, mais c'est pas plus original d'être inclassable. Et là, je vais vous citer ce que m'a dit une personne du marketing du livre, et c'est pas la seule. On ne vend pas un shampoing qui fait aussi crème de jour. Si vous ne deviez retenir qu'une phrase de cette conférence, c'est ça. On ne vend pas un shampoing qui fait crème de jour. Donc commencez pas à dire oui, mon roman il est entre deux genres parce qu'il est original, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça. Parce que l'éditeur il va dire, et moi je te le vends pas, ton roman, je le mets dans quel rayon moi? Mes libraires et mes commerciaux, je lui dis quoi? Que c'est un thriller ou que c'est du fantastique? Bah, je le vends pas de la même façon en fait. Donc il faut connaître ces genres. Donc dans ce module, vous avez comment écrire un polar, la romance, la science-fiction, la fantaisie et le fantastique, la littérature blanche, etc. Les phénomènes de mode, tout ça. Donc ça c'est ultra important. Donc peu de souplesse sur le type d'écriture, les pantsers qui aiment diverger un peu du plan pour étoffer les personnages. Alors la souplesse, tu l'as dans ta narration. La souplesse, tu l'as parce que tu auras créé un plan très complet. Et une fois que tu as ton plan complet, alors là, tu peux libérer ta plume et alors tu peux être souple. Il n'y a pas de souplesse dans le découpage du plan parce que c'est technique. Si tu mets de la souplesse, tu vas rater des indices parce que tu vas écrire ton livre sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Donc les subtilités, les petits cailloux que tu as distillés subtilement tout au long de ton chapitre et que tu vas tirer à la fin de ton roman, si tu arrives à t'en rappeler en écrivant ton roman sur 4 mois, chapeau.
Du coup, tant mieux, alors du coup, passe-toi d'un plan. Mais si jamais tu dois dire, ouh, là, il a une cravate qui est comme ça, ou il pose tel ou tel objet de cette façon, parce que plus tard, je vais tirer l'indice, et waouh, ça va avoir l'effet waouh, bah ça, faut que tu le mettes forcément, voilà, pour éviter que tes pivots se retrouvent pas au dernier tiers de ton roman, qui est juste, là, tu te fais recaler direct hein, sur l'éditeur, hein, tes pivots, t'en as 3, t'en as 4, et ils sont par tiers ou par quart. Hein. Donc voilà, tout le monde fonctionne comme ça, les grands blockbusters, les grands auteurs fonctionnent tous de la même façon, c'est pas pour rien. Donc voilà, et ça, si tu ne le prévois pas en amont, ça va être compliqué hein, de te dire, attends, là, ça fait à peu près un quart, donc boum, gros pivot, gros drame, etc., etc. Donc ta souplesse, tu vas l'avoir, ta libération et la souplesse de ton écriture, tu vas l'avoir parce que ton travail en amont, il est carré. Et que du coup, ta partition, elle est nickel. Et après, tu prends la liberté. Après, tu libères ta plume, tu libères le caractère, tu te laisses porter par le personnage, tu te laisses... Mais tu peux te laisser porter par le personnage. Et tu peux lui donner de la puissance et de la cohérence parce qu'au départ, tu l'as mais tabassé au niveau de ta fiche de personnage en fait, hein, pour le coup. Le module 3, le module 3, c'est avec notre coach Johanna Vogel, qui est elle aussi qui fait partie de l'industrie du livre, elle est conservateur de bibliothèque. Et elle est coach en développement de projets d'écriture et elle est extraordinaire. Et elle va travailler avec vous sur le syndrome de l'imposteur, qu'on connaît tous, le syndrome de la page blanche, la peur de l'échec, la procrastination qui est que oui, mais j'ai plein de trucs à faire, alors aussi c'est difficile d'avoir à se concentrer pour écrire. Elle va vous apprendre comment écrire des chapitres le plus vite possible, de manière la plus efficace. Il y a des trucs et astuces qu'il faut mettre en place, que tous les auteurs professionnels mettent en place pour pouvoir écrire 5000, 10 000 mots par jour, alors qu'on a peu Voilà, parce qu'on a aussi un autre métier à côté, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un mari, une femme, etc., etc. Donc tout ça, il y a des trucs et astuces, tous les auteurs professionnels les utilisent en fait. Il y a des méthodes, il y a une méthodologie pour écrire plus vite. Donc du coup, voilà. Et ça, c'est un module ultra important qui, du coup, porte du baume au cœur à la personne. Le module 4, c'est tout ce qui est trouver l'inspiration, nourrir sa fameuse satanée muse. Du coup, et ça c'est ultra important, c'est créer une routine d'écriture, débloquer les pages blanches, augmenter la productivité, voilà, son imagination, débloquer, tout ça, il y a des trucs et astuces qu'on utilise tous, parce que le problème c'est que nous on a des deadlines quand vous êtes auteur professionnel, vous pouvez pas vous permettre d'avoir une page blanche pendant 3 semaines, hein, ça c'est pas possible. Hein. Donc voilà, ou de vous dire, oh là là, j'ai pas envie aujourd'hui... j'ai pas la motivation, on peut pas, on a des deadlines en fait. Donc on produit en moyenne 1 livre ou 2 livres par an, au début de carrière c'est quand même le minimum. Donc du coup vous êtes obligé d'écrire un bouquin en 2 mois, 2-3 mois. Et pour écrire un bouquin en 2-3 mois, quand vous avez une activité professionnelle à côté, vous devez être... Donc vous utilisez des trucs des écrivains professionnels en fait, hein. Donc on le fait tous, hein, du coup. Hein. Ne croyez pas que ça c'est des trucs, hein. Stephen King, tout ça, il donne les mêmes trucs et astuces, hein, du coup. Enfin lui il parle aussi de la drogue, hein, mais bon, on va éviter de se droguer. Module 6, c'est connaître les secrets d'édition. Encore une fois, vous ne pouvez pas imaginer et espérer signer un contrat d'édition si vous ne parlez pas le langage de l'éditeur. Parlez le langage de l'éditeur. Plus vous allez parler le langage de l'éditeur, plus il va vous reconnaître et plus il va vous dire « Ah !» Et l'éditeur, il veut quoi? L'éditeur, il veut vendre des livres. C'est ça qu'il veut. Il veut gagner de l'argent, en fait. Donc vous allez lui expliquer que le livre que vous avez écrit correspond pile poil à sa ligne éditoriale et vous savez exactement comment il pourrait vous la vendre. Et ça, c'est ultra important. Ça, c'est Dimitri Poloski, qui est éditeur, qui pilote ce module et qui le fait très 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 bien. Il a une très grande expérience sur le sujet, pour le coup. Donc, c'est connaître la chaîne du livre, le travail des éditeurs, qu'est-ce que vous pouvez lui demander, qu'est-ce qu'il est censé faire quand il ne le fait pas. Moi, j'ai encore des personnes qui me contactent et qui me disent « Oui, il y a un éditeur qui me propose un contrat, mais il ne fait pas de correction. » Alors, c'est pas un éditeur, en fait. Parce que je rappelle que vous touchez entre 9 et 10% sur les livres, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il rémunère un correcteur. S'il vous corrige pas votre livre, alors vous touchez 70% en fait. Voilà, clairement. Et j'ai encore des personnes qui m'en parlent de ça, hein. Donc parce qu'encore une fois, ils vous font croire que c'est une fleur qu'ils vous font en vous publiant, mais pas du tout. Vous êtes un professionnel, vous lui proposez un produit, il vend ce produit, sans ce produit, il vendrait pas. Donc c'est une relation de bons procédés entre les deux. Donc il faut vous respecter mutuellement. Donc c'est important de savoir ce que vous pouvez exiger de votre éditeur et de fuir quand l'éditeur n'est pas à la hauteur. J'en sais quelque chose, je me suis fait avoir sur mon premier éditeur, c'était la catastrophe. Comment les éditeurs sélectionnent un roman? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et surtout, qu'est-ce qui est
rédhibitoire. Et ça, il y a vraiment des trucs communs entre tous les éditeurs, et on commence à avoir un gros carnet d'adresses à l'ICAR. Je peux vous dire qu'il y a vraiment des écueils communs, que ce soit de la romance, la SF, du polar, de tout ça. Il y a vraiment des points communs sur des trucs où on se dit non, mais non, ça va pas passer, ça va pas passer, hein, du coup. Donc ça, c'est important. La façon de soumettre un manuscrit. Petit, gros éditeur, comment est-ce qu'on gère, voilà, la rémunération des auteurs, non mais alors ça m'hallucine aussi, il y a une opacité sur qu'est-ce qu'on est en droit d'exiger ou pas, en plus c'est complètement illisible et incompréhensible, donc ça c'est important de savoir ce que c'est que des avaloirs, savoir est-ce qu'on se déclare, est-ce qu'on se déclare pas, comment, qu'est-ce qu'on peut exiger, qu'est-ce que c'est que des retours, qu'est-ce que c'est qu'une mise en place. Tout ça, la participation au salon, qui est très importante, les dédicaces. Donc ça, c'est hyper important. Donc ça, ce sont les 6 modules sur 6 semaines avec des exercices pratiques, on ne vous lâche pas. Parce qu'encore une fois, on vous fait écrire le roman. C'est-à-dire quand vous sortez, vous écrivez votre roman, point barre. Donc on ne vous lâche pas, il y a des exercices pratiques à chaque fois. Des lives à chaque fois. Et puis il y a le 7e module, c'est la formule avancée, évidemment. Et là, la particularité de cette formule avancée sur ce dernier module, du coup, c'est la correction éditoriale des 7000 premiers mots. Alors pourquoi 7000 premiers mots? Parce que de la part des éditeurs, c'est ce qu'ils nous disent, au bout de 7000 mots, ils savent si le roman tient la route ou pas. C'est pour ça qu'on vous dit 7000 mots. Et du coup, là, il vous fait une correction, une analyse éditoriale très poussée, très pointue sur la structure, sur toutes les règles que vous avez vues là. Et il fait du cas par cas et il analyse ça. Donc, c'est une plus-value énorme pour vous parce que ça, on ne l'a jamais. C'est-à-dire que vous n'avez jamais un éditeur qui se penche gratuitement sur votre soumission de manuscrit quand vous toquez à sa porte et que vous dites, bah, vous pouvez pas me faire un retour, etc. En général, ils vous font pas de retour. En général, ils vous disent, ça correspond pas à ma ligne éditoriale, ou pour l'instant les inscriptions sont closes, ou il manque un petit peu de maturité, il faut retravailler un petit peu. Les éditeurs ils prennent pas la peine de faire plusieurs pages de retour en lui disant voilà où est-ce qu'il faut travailler, voilà ce qu'il faut accentuer, etc., etc. Voilà votre plume, les caractéristiques de votre plume c'est ça, donc il faut travailler plutôt cette plume là, etc., etc. Donc ça c'est la grosse plus-value. Et puis bien sûr autre plus-value, c'est que dans la formule avancée vous avez le dossier de soumission. Donc le dossier de soumission complet avec les pièces complètes, du coup où vous avez plus qu'à prendre les documents et vous remplissez les cases avec votre manuscrit, et là vous avez un dossier de soumission au top. Et j'insiste là-dessus parce que on a une élève qui a signé là-dessus, qui a signé uniquement sur ce dossier de soumission, c'est-à-dire qu'elle avait déjà son manuscrit du coup, et elle a appliqué cette méthode-là, et c'est-à-dire que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez des éditeurs qui vous signent sans lire le manuscrit, ils le lisent après. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont vous signer sur le dossier de soumission, donc ils liront très rarement votre roman, il sera lu par des lecteurs de la maison d'édition, des lecteurs professionnels, j'entends, qui vont faire des fiches de procédure, mais c'est rare qu'un éditeur il lise votre manuscrit. Donc en gros, vous allez emporter un contrat, pas sur votre roman, mais sur le dossier de soumission. Et alors là, voilà. Et encore une fois, hein, ça se fait, hein, c'est pas... c'est juste qu'il faut avoir la connaissance, quoi. C'est toujours pareil. Encore une fois, on laisse les auteurs dans l'ignorance la plus totale. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment... important. Alors, pardon, mais je reformule. Que doit contenir notre idée de base en début de formation? Avoir Alors, il faut, Chloé, quand tu viens dans l'ICAR, il faut que tu aies au moins la thématique. Par exemple, que tu saches que ça va être une histoire d'amour, que ça va être... une histoire d'amour hétéro, homo, lesbienne, que tu me dises que ça doit être de l'heroic fantasy, que ce soit plutôt de la science-fiction, plutôt du polar, que tu aies une vague idée d'un personnage fort, qui sera ton personnage principal, au moins. Voilà, tu viens avec ce type d'idée. De toute façon, on démarre à la base, on démarre avec la phrase d'intention littéraire, donc je vais te forcer à clarifier ton idée, je vais la travailler avec toi. Donc l'idée, c'est qu'au minimum, il faut que tu aies déjà une idée thématique, en fait. Tu vois que tu imagines un petit peu, soit une héroïne, soit un héros, que tu imagines plutôt un monde futuriste, une romance historique. Tu vois que tu es au moins un petit peu la thématique.
Donc c'est le minimum. Et après le maximum, tu peux avoir commencé à écrire, tu peux avoir voilà, et pas être sûr, tu peux et tu peux venir avec plus t'as de matière, plus c'est bien. Mais si t'as pas de matière, faut pas croire, c'est bien aussi parce que c'est compliqué de reprendre ce qu'on a fait déjà. Donc tu seras sur un pied d'égalité avec les autres. L'idée c'est juste que tu aies au moins une idée, l'envie de travailler cette thématique. Juste avec ça, ça suffit. Moi je vais travailler avec toi là-dessus. On va travailler avec toi là-dessus. Donc juste ça. J'ai ce problème aussi très souvent, du coup je prends l'idée générale de base, dans mon cas c'est l'histoire d'amour, vu que j'écris de la romance, mais j'avoue que c'est assez flou pour moi aussi. Mais c'est pas grave parce qu'encore une fois Maëlys, je vais t'apprendre à cibler les thématiques avec la phrase d'intention littéraire. Du coup on va donner des exemples avec le module 1 et je vais te donner la méthodologie pour te cadrer. Du coup, et notre coach elle sera là pour te dire allez, celle-là elle est bonne, celle-là cette idée-là, tu y vas et tu es sur le focus. C'est normal hein, que ce soit dans le flou au départ, c'est normal. Ça c'est ce qu'on appelle les mécanismes de résistance de votre cerveau. Les mécanismes de résistance de votre cerveau, c'est des mécanismes de distraction qui fait qu'il va vous envoyer plein d'images, plein de machins pour vous dire oh là là, j'arrive pas à me focaliser sur une histoire parce que le cerveau redoute l'échec. Et donc l'écriture, vous avez un risque d'échec. Donc c'est normal, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de résistance. Tous les auteurs passent par là et il y a des trucs et astuces pour contrecarrer ces mécanismes de résistance. C'est moi la gagnante du dossier de soumission. Oui, c'est Isa. Vous voyez, je vous raconte pas des cracks, c'est Isa qui a remporté son contrat en utilisant la technique du dossier de soumission. Donc c'est-à-dire qu'ils lui ont pas lu son manuscrit en fait. Ils l'ont signé sur son dossier de soumission. Donc voilà, exactement, pour vous dire à quel point c'est cruel et injuste, mais j'ai envie de vous dire oui et non, parce que c'est vous qui allez l'écrire le dossier de soumission. Donc là aussi, votre style, il va être bon. Hein. Donc ça commence dès le dossier de soumission, en fait, hein, votre écriture, du coup. Hein, mais on va travailler, on travaille là-dessus. Alors voilà ce que c'est. Donc, vous avez, à côté de ces cours ultra pratico-pratiques, vous avez un groupe Facebook qui vous est dédié, où vous allez beaucoup vous entraider tous ensemble. La promo, et Isa, elle peut témoigner, et elle témoignera, on la fera témoigner, mais vous pouvez lire les témoignages sur le site internet de l'ICAR, que je vais vous indiquer là maintenant, c'est que l'entraide, elle est hyper importante entre vous. Parce qu'il y a des fois, vous ne fonctionnerez pas à la même vitesse, et c'est important, vous allez vous faire relire, vous allez montrer votre travail, vous allez collaborer ensemble, et vraiment ça donne des choses extraordinaires. Et sur la promo YOLO, la première promotion, il y a une solidarité extraordinaire. Et je vous le dis tout le temps dans mes podcasts, à plusieurs, on est plus fort. Vous serez un écrivain de renom, vous ferez une grande carrière si vous avez un réseau. Les lectorats ne s'excluent pas, les lectorats s'additionnent. Donc c'est important que vous ayez un très gros réseau, surtout si vous envisagez de faire de l'auto-édition, dont on parle beaucoup dans la formation de l'ICAR aussi. Il faut que vous ayez un réseau. Et là, le réseau commence là. Et il commence avec la promotion de l'ICAR. D'ailleurs, on a demandé à 4 anciens élèves, dont Isa, d'être un peu les référents sur le prochain groupe et qui seront là pour vous accompagner, pour vous aider, pour répondre à vos questions en plus de nous et qui vous diront voilà, lâchez rien, c'est normal que ce soit dur au début, ça va être compliqué, mais voilà. Et ils ont accepté très gentiment de le faire sur leur temps et d'être des anciens élèves du coup qui vont vous aider, et il se passe des choses extraordinaires sur ce groupe. Vraiment, moi je suis hyper fière de cette promo, et je pense évidemment, j'ai aucun doute que la prochaine promotion elle sera géniale. Et il se passe des choses, voilà, des rencontres superbes, des rencontres incroyables, des talents qui se révèlent, voilà, c'est une grande aventure. L'ICAR, c'est pas que de la formation, c'est aussi une grande aventure. Et donc on est super content de pouvoir faire la session 2 parce qu'on n'était pas sûr, mais on a eu beaucoup de messages qui nous ont dit que voilà, ils voulaient enfin se lancer. Et puis j'ai envie de dire, la période qui est très compliquée à l'heure actuelle, que nous vivons, si elle peut se transformer, si on peut utiliser cette période suspendue, cette période un peu étrange, cette période d'inquiétude, voilà, où on est un peu figé en fait, d'une certaine façon, on est en attente, on est figé. Si on peut se servir de cette période-là pour en faire quelque chose d'extraordinaire, pour accorder un peu du temps à son rêve et arrêter de se dire la publication et la carrière d'auteur c'est pour les autres mais c'est pas pour moi. Oui, dans une autre vie j'aimerais bien être auteur, etc.
ben voilà, je me dis, elle tombe bien cette formation parce qu'elle est complètement dématérialisée, parce que vous la faites à votre rythme, parce qu'on s'adapte à votre rythme, parce qu'on est là, on répond à vos questions tout le temps, on est tout le temps avec vous. Et si du coup on pouvait se servir de cette période compliquée et un peu anxiogène pour transformer ça en quelque chose de productif, penser un tout petit peu à son rêve, ça c'est extrêmement important. Vous savez, moi je suis persuadée qu'il vaut mieux regretter quelque chose qu'on tente que de regretter quelque chose qu'on n'a pas tenté, en fait. Et la vie est courte et la période que l'on vit à l'heure actuelle, elle nous montre que cette vie, elle est courte et qu'il peut se passer plein de choses. Donc moi, je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas aimé tenter cette aventure-là, cette aventure humaine, parce qu'on rencontre d'autres auteurs, parce qu'on parle de nos passions, parce qu'on parle, enfin, on se donne ce petit espace de création et que derrière, je vous garantis qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des choses qui se débloquent. Et donc, l'Icare, c'est ça. Et il a un côté magique pour ça, l'Icare. Et donc, c'est pour ça qu'on se bat et c'est pour ça que je me bats pour ça. Alors, du coup, les préinscriptions sont ouvertes. Elles sont ouvertes si vous allez sur licar.fr/rejoindre. Si vous y allez là pendant que je suis en train de faire le live, vous pourrez avoir le détail de tous les modules et de tous les bonus. Donc, licar.fr/rejoindre. Donc il y a des bonus parce que c'est de la préinscription, c'est limité, parce qu'on limite les classes puisque c'est du cas par cas et puis qu'on vous accompagne, donc on ne peut pas en prendre 50, ça c'est sûr. Donc là, les bonus que vous allez avoir si vous cliquez là maintenant et que vous rejoignez l'aventure de la promo, pitié, mais l'appelez pas YOLO 2, je vous ferai d'autres propositions. Donc les bonus, c'est un module supplémentaire qu'on vous offre, et ce module supplémentaire, c'est pour la gestion des scènes d'action, des pivots narratifs et la création des personnages charismatiques avec notamment le protagoniste et l'antagoniste, donc qui ont une relation un peu très particulière, donc on va travailler dessus. Donc voilà, ça c'est un module en plus qui n'existe pas à l'heure actuelle et qu'on va vous offrir si vous signez en préinscription. Autre bonus, 30 minutes d'entretien personnalisé avec un éditeur. C'est-à-dire que vous allez lui parler de votre projet. Ces 30 minutes, c'est vous qui décidez quand vous les avez. Donc c'est vous qui mettez vos disponibilités. Vous pouvez le faire tout de suite ou vous pouvez le faire un petit peu plus tard dans la formation. C'est vous qui décidez. Donc 30 minutes d'entretien avec l'éditeur qui est là pour écouter votre projet, pour vous conseiller, pour être technicien, pour vous accompagner. Autre bonus, c'est un coaching d'1 heure pour les 25 premiers inscrits, on n'ira pas au-delà, avec notre coach Johanna Vogel, qui du coup est là au cas par cas pour adapter votre routine d'écriture avec vos exigences, avec vos emplois du temps, avec le peu d'heures que vous pouvez consacrer à l'écriture ou pas. Elle adapte complètement l'emploi du temps pour que vous soyez le plus efficace possible et elle est extraordinaire. Là encore, allez lire les témoignages sur licar.fr/rejoindre. Vous avez les témoignages des anciens élèves. Elle débloquerait n'importe quoi. Moi, je la consulte encore, c'est ma meilleure amie. Donc du coup, elle n'ose pas me dire non. Et elle me le fait régulièrement alors que j'en suis à mon 9e roman écrit. Hein, donc, et dans presque tous les genres. Mais j'en ai encore besoin parce que j'ai des périodes où je vais pas bien, j'ai des périodes où c'est compliqué, je suis obligée d'écrire parce que j'ai des deadlines. Et encore une fois, je vous le dis, les modules, l'écriture, vous ne le faites pas plusieurs années. En 3 mois, votre roman, vous devez le faire. Vraiment, lancez-vous, faites-vous confiance, il faut le faire en 3 mois, pas plus. Autre bonus, bah, c'est le paiement 6 fois sans frais, comme ça c'est plus pratique pour vous bien sûr. Autre bonus, on étend la garantie d'annulation sans frais jusqu'au 10 mai, ce qui veut dire que vous avez le premier module qui est gratuit si vous changez d'avis, parce que tout le monde peut changer d'avis. Et vous changez d'avis, on ne vous demande rien, aucune justification, rien du tout. Vous dites juste que vous voulez vous retirer, parce qu'on a le droit de changer d'avis et on ne vous demandera pas de rembourser rien du tout. Le premier module sera donc gratuit. Ce que je voulais vous dire, c'est bien sûr le prix, évidemment, parce que tout ça se rémunère, puisque vous êtes des artistes, vous savez aussi que tout travail mérite salaire. On a tiré au maximum les prix qu'on pouvait, mais on fait appel à beaucoup de professionnels, des éditeurs, des agents, des correcteurs qui prennent sur leur temps pour vous. Donc ils ont accepté de beaucoup réduire leur coût, on a fait ça au maximum. Si vous prenez la formule classique, alors au choix, ça fait soit 168 € par mois en 6 fois, soit 336 € par mois en 3 fois, pour un montant total de 1008 €. Donc ça, c'est la formule classique. Et la formule avancée, c'est 223 € par mois pendant 6 fois, ou 446 € par mois en 3 fois, pour un montant total de 1338 €.
euros. Donc, soit 128 euros par mois en 6 fois, soit 223 euros par mois en 6 fois, selon que vous prenez la formule classique ou la formule avancée. Voilà, les places sont encore une fois limitées parce que le but c'est que je prends votre manuscrit et je vous travaille et je fais au cas par cas, je fais beaucoup de live pour vous, beaucoup de choses en plus, on fait des bonus, etc. Donc voilà, c'est si vous vous réinscrivez. Tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment aller sur licar.fr/rejoindre. Lisez les témoignages des anciens élèves, on ne triche pas, ils sont là, vous voyez, hein, on les a pas menacés, hein, promis, et ils ne touchent rien, les pauvres, ils n'ont pas de commission, rien du tout. C'est une chouette aventure qui parle de votre passion, et je peux vous dire qu'avec la bonne méthodologie, c'est pas miraculeux d'avoir son livre en tête de gondole à la FNAC. Moi je l'ai eu et je suis pas plus géniale que quelqu'un d'autre. Avec la bonne méthodologie, avec les bons contacts, le bon réseau, ça c'est possible. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir son livre en tête de gondole à la FNAC. Moi j'ai été tellement hystérique qu'on m'a sorti de la FNAC. C'est-à-dire que les agents de sécurité, ils sont venus me voir en me disant Madame, il y a un problème, vous avez bu, vous avez consommé, parce que je couinais comme une tarée devant ma tête de gondole et puis je prenais des photos. Et je prenais des photos, des selfies bien sûr, avec mon manuscrit. Évidemment, ils n'ont jamais voulu croire que j'étais l'autrice, donc que j'avais lu que j'avais écrit le roman. Évidemment, ça jamais. Voilà, et il n'y a rien de plus magique. Et il n'y a rien de plus magique d'avoir votre grand-mère ou votre maman qui vous appelle en vous disant oh, j'ai fait mes courses à Leclerc et il y avait ton livre sur les étagères. Ça c'est extraordinaire. Leclerc, Carrefour, j'ai pas de... Voilà. Et ça c'est extraordinaire. Et c'est magique. Et ce qui est magique, c'est la rencontre avec les lecteurs, bien sûr. C'est la rencontre avec les lecteurs. Alors bien sûr, on est tous pétrifiés la première fois qu'on fait une séance de dédicace, mais c'est magique. C'est magique. Les séances de dédicace, c'est extraordinaire aussi. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas... voilà, hein, moi je suis pas... j'ai pas de formule magique. J'ai une bonne méthode parce que je suis conférencière et parce que j'ai un très gros carnet d'adresses. Et mon très gros carnet d'adresses me permet d'avoir des professionnels dont je connais bien le métier, donc je sais comment ils fonctionnent, donc j'ai confiance en eux et ils acceptent de me faire confiance parce que eux aussi ils croient dans le système. Vous savez, un éditeur, lui, son intérêt c'est d'avoir que des bons manuscrits parce qu'il se fait un maximum d'argent en fait. C'est pas d'avoir des manuscrits qui lui font perdre son temps et qui lui disent oh là là, l'idée est bonne, mais alors oh, c'est la cata, la réalisation, ça les énerve, hein, ça les énerve plus qu'autre chose. Donc eux, ils ont tout intérêt, ils croient à mort. Dans le concept de l'ICAR. Donc, oh bonjour Sanguine, je t'avais pas vu, qui est une de nos élèves. Je confirme, foncez et croyez en votre rêve. Ouais, c'est un petit peu, ça fait un peu cliché, vous savez, ça fait un peu truc dans les biscuits chinois là, vous savez. Mais en fait, si c'est des clichés, c'est qu'il y a un fond de vérité. Si c'est des clichés, c'est parce qu'ils fonctionnent et c'est vrai en fait. Donc Isaac il dit n'hésitez pas, cet investissement je l'ai fait, mon roman est édité, sorti le mois prochain. Isa, il faudra que tu nous donnes les références qu'on fasse passer sur notre mailing. Hein. On a un mailing, il est fait pour ça. Hein. Encore une fois, la publicité des uns et des autres, c'est hyper important, hein, le réseau. Hein. Donc c'est hyper important. Foncez, vous êtes trop gentils les filles. Faut-il donc abandonner un projet qui nous prend 10 ans parce que les études et la peur de l'échec ont fait de nous des champions de la procrastination? Non. Alors Yannick, je vais être pas langue de bois, je vais te le dire. Tu adhères à l'ICAR et ton livre tu vas l'écrire en fait, voilà. C'est parce que la procrastination c'est pas une fatalité en fait, c'est un mécanisme de défense de ton cerveau et on l'a tous, même moi je l'ai en fait. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je switch, j'ai 2 pseudos pour ceux qui me connaissent, je suis Lucie Castel pour de la blanche et du feel good et Aurèle Miller pour du houdonite. Et en fait mon dernier houdonite m'a vidée et je suis entrée en concurrence avec moi-même et je me suis dit que jamais je ferais mieux. Je n'arrive pas à écrire un nouvel houdonite, donc du coup procrastination, etc. Et moi, je me suis fait coacher par Johanna, même moi. Donc la procrastination, c'est pas une fatalité, mais il te faut les bons outils. Donc non, tu ne lâches rien, tu reprends ce projet et tu vas chercher l'information, tu vas chercher les trucs et astuces et tu écris ton roman et tu te laisses 3 mois. Si au bout de 3 mois tu n'as rien fait, c'est que c'est pas le bon projet et qu'il faut que tu ailles vers un autre projet. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Chaque chose que tu as écrit va faire de toi
l'écrivain que tu es. Même si tu as écrit une bouse, et moi mon premier livre c'était une bouse, vraiment, moi, c'était une catastrophe, hein, c'était de l'heroic fantasy, et l'heroic fantasy me déteste. Moi j'adore l'heroic fantasy, mais je ne sais pas l'écrire. Voilà, je suis pas faite pour ce genre-là, donc ça a été un deuil. Mais le premier roman que j'ai écrit qui était une catastrophe, il a fait de moi l'auteur que je suis maintenant. Alors c'est pas grave si tu l'abandonnes, c'était pas le bon projet. Et peut-être que tu le ressortiras un jour. Mais s'il te tient à cœur, là maintenant tu entres avec les bonnes méthodes, la bonne méthode, et tu te dis 3 mois. Et 3 mois je suis gentille, hein, parce que sur un truc que tu as déjà travaillé, moi je te donnerais 2 mois. En 2 mois je peux te le faire écrire. Du coup, donc il faut que tu sois conscient là-dessus. Donc non, n'abandonne rien, n'abandonne rien. On est combien par promo? Alors maximum, Jim, on sera 30. Je préférerais 25. Mais comme il y a beaucoup de monde, on va être obligé de clôturer les inscriptions assez vite. Pourquoi? Parce que moi, on fait tous du cas par cas. C'est-à-dire que Johanna, elle fait du cas par cas avec chacun d'entre vous. Elle passe 1 heure à chaque fois. Nos intervenants, c'est pareil. On fait du cas par cas. On corrige vos exercices. L'éditeur qui corrige les 7000 premiers mots, il fait aussi au cas par cas. Donc après, ça deviendrait ingérable. Donc c'est forcément limité. Et puis, quand on est trop nombreux, les liens ne se font pas. Entre 20 et 30, là vous avez la solidarité de promo. La solidarité de promo, elle est là en fait. Et là, il se passe quelque chose de magique. Et là, vous vous entraidez et là, vous commencez à constituer votre réseau. Et donc, on vous en parlera après, mais les 2 promos fusionneront pour créer le réseau Licard. Donc, ça fera déjà 50 personnes avec lesquelles il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Ce qui veut dire que quand tu sortiras ton livre, c'est 49 personnes qui vont le relayer et qui vont faire le buzz et ainsi de suite. Si tu choisis l'auto-édition, ça va beaucoup te servir. Donc, quoi qu'il arrive, entre 20 et 30 personnes, pas plus, du coup. Et ce coaching, pour l'avoir fait le lundi, je peux vous dire que ça rebooste et ça fait vraiment du bien. Oh non, mais Johanna, elle est extraordinaire, elle te ferait écrire n'importe quoi, même des trucs pour lesquels tu crois que t'es pas doué, elle te le ferait faire. Johanna, elle a un super pouvoir là-dessus. Hein. Vous écoutez me remotive à chaque fois sur les podcasts. Merci, merci. Madame, merci encore et hâte de faire partie de cette aventure. Oh, bah super, bienvenue. Génial. Ouais, tu vas bosser comme jamais, mais il va se passer des choses extraordinaires, tu verras. Merci Lucie pour cette bulle de déconfinement. Merci à toi Jim pour la première fois que tu viens. J'espère que ça t'a aidé un petit peu ce qu'on a dit. Merci pour ce live, super. Si vous n'avez plus de questions, je regarde, je fais défiler. Si vous n'avez plus de questions, je vous propose de vous arrêter à ce live qui était énorme. Et là, je sens que Johanna va se ficher de ma figure parce que je leur dis tout le temps 1 heure. 1h15, pas plus. Après, ça les gonfle, les lives. Donc, vous ne me faites pas plus de 1h15, 1h20. Et là, je crois que je vous ai éclaté avec quasiment 2 heures. Et merci quand je vois tout le monde qui est encore là. Mais merci, merci d'avoir été là jusqu'au bout et de m'avoir écouté. C'était vraiment super. Je vous promets, le prochain live qui portera sur un autre thème, il sera plus court. Il sera plus court. Bref, je vous remercie encore d'être là. Si vous avez des questions, posez-les sur le fil, on vous répondra après. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était trop bien, n'empêche. Merci Maëlys, c'est super. Et donc, croyez un peu en vous, vraiment, croyez en vous, faites-vous confiance et occupez-vous de vous et faites quelque chose, prenez les choses en main et ce serait top. C'était passionnant, merci à vous, c'est un mythe. Allez, je vous dis au revoir et à très très vite sur Licard. Licard.fr/rejoindre